Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Tous les dimanches, lorsqu'il est 11h30, nous nous retrouvons pour le grand débat de la semaine. Nous revisitons tout en commentant et analysant les faits saillants de l'actualité de cette semaine qui tend à s'achever. Et parlant justement de ces faits saillants, nous débuterons ce programme par ce qu'il faut désormais appeler au Cameroun la crise de la retraite. Et nous aurons encore pour prétexte ce matin la situation du côté de l'université de Ngaoundéré où un duel se livre entre le contrôleur financier et madame le recteur. Le premier pensant qu'il faut respecter tout simplement la légalité, d'autres qui estiment qu'il y a un problème d'insubordination. Entre légalité et insubordination, du côté de l'université de Ngaoundéré, nos invités commentent et analysent ce matin. Y a-t-il des hauts commis de l'État qui refusent tout simplement d'aller à la retraite? Nous en parlerons avec beaucoup plus d'arguments. Et si vous en avez convenance, on achèvera ce programme par l'actualité du jour. Nous sommes le 12 mars 2023 au Cameroun. 70 candidats pour être sénateurs au Cameroun. 70 à l'assaut des grands électeurs constitués des conseillers municipaux mais également des conseillers régionaux. Ce jour est donc jour d'élection sénatoriale pour le cadre de la troisième mandature. À côté de cette élection, nous posons la question pour nous fondamentale ce matin. À quoi sert réellement le Sénat version Cameroun? Ils sont nombreux, l'opinion de plus en plus est pressante et qui pense que le Sénat, la chambre haute du Parlement camerounais, est tout simplement une institution budgétivore. De toutes les façons, on analyse et pour justement analyser, ils seront hommes politiques pour en parler avec efficacité, ils seront anthropologues pour en parler avec profondeur, ils seront consultants pour en parler avec froideur. Si vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et je commence par accueillir justement ceux de nos invités qui répondent déjà présents ce matin dans le cadre de votre programme Libre Expression. Professeur Messanga, bonjour. Bonjour Parfait. Bonjour à mes co-panélistes et bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent partout où ils se trouvent. Je crois que les sujets méritent d'être débattus ce matin. Merci beaucoup. Je souligne que vous êtes enseignant d'université. Vous êtes également un excellent communicateur, un journaliste qui a fait ses preuves au niveau de la maison mère, la CRTV. Vous êtes anthropologue. Merci d'être là ce matin. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, nous allons accueillir notre consultant, Pierre Blériot-Niemek. Bonjour, Pierre Blériot. Bonjour, Parfait ici. Bonjour à votre impressionnant panel. Bonjour à nos millions de téléspectateurs à travers le monde. À côté de Pierre Blériot-Niemek, nous accueillons Monsieur Ateba. Mister Ateba, bonjour. Oui, bonjour Parfait. Bonjour à mes copanélistes, à vos nombreux téléspectateurs. Une pensée pour mes amis politiques incarcérés dans les prisons du Cameroun depuis pratiquement 3 ans. Une pensée particulière pour le professeur Alain Foguet, que nous avons vu la semaine dernière devant le tribunal menotté, comme c'était un vulgaire bandit. Vivement qu'un Cameroun nouveau se lève. Et pourquoi l'on a menotté le procès Alain Foguet? Il constitue une menace? La question, on allait la poser à ceux qui l'ont menotté. En réalité, je crois que l'objectif ici est d'humilier les Camerounais, d'humilier des gens, de leur démontrer à quel point ils sont forts. C'est-à-dire que ceux qui l'ont fait, c'était une démonstration de force. Enfin, par rapport à eux, ça a démontré que personne n'est rien, ils sont tout puissants et qui peuvent faire des autres ce qu'ils veulent. N'avez-vous pas l'impression, Mister Ateba, que beaucoup d'entre nous, nous ne tirons pas les leçons? Nous voyons de plus en plus les très forts d'hier maintenant être très faibles aujourd'hui. Ben justement, c'est ça la leçon, et j'espère que le reste des Camerounais sont en train d'en tirer les leçons. Parce que hier, les mêmes qui, justement concernant les militants du MRC, qui ont été persécutés par les éléments de la DGRE, je vous rappelle que beaucoup des militants du MRC ont été arrêtés avant la manifestation du 22 septembre, et d'autres après,
pour la simple raison qu'ils étaient militants du MRC. Je vous rappelle qu'il y a un qui a été arrêté dans son lieu de service à Douala après la dénonciation d'un de ses camarades qui a dit qu'il était militant du MRC. Les services de la surveillance du territoire sont partis l'arrêter et ce monsieur est en prison pour 7 ans. Donc, j'espère que les autres tirent vraiment les leçons. Merci beaucoup. Je souligne justement, et les téléspectateurs l'ont sans doute remarqué, vous êtes donc homme politique, vous soutenez les idéaux du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, du professeur Maurice Kamto. Lorsque nous je suis le secrétaire national à la communication du MRC. Tout à fait, secrétaire national à la communication du MRC. La précision valait la peine. Nous prenons la première transition. Bon dimanche et à dimanche, Jean Bruno. Nous débutons donc ce programme par ce premier sujet inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit justement de ce que l'on devrait de plus en plus appeler au Cameroun la crise de mise à la retraite. Je commence par vous, professeur Msanga. Y a-t-il réellement une crise de la retraite de plus en plus au Cameroun? Véritablement parler de crise, je ne dirais pas. Nous sommes dans un fonctionnement qui dure depuis un certain temps. Peut-être qu'il s'enfle un peu plus. La mise à la retraite au Cameroun est d'abord perçue négativement par les agents publics. Elle est perçue négativement, pourquoi? Parce que le système de rémunération de l'agent public au Cameroun est tel que, une fois l'activité rompue, c'est la misère. Et il y a beaucoup qui meurent dès lors qu'ils sont mis à la retraite, parce que les conditions de vie deviennent presque insupportables, et ça donne l'impression que la retraite est une pénalité, effectivement. Ailleurs, vous allez vous rendre compte que pendant que chez nous, nous nous battons pour travailler le plus longtemps possible. Ailleurs, la mise à la retraite est un problème à l'envers. C'est-à-dire que les gens voudraient bien aller à la retraite un peu plus tôt pour jouir de ce qu'ils ont épargné, pour se reposer de ce qu'ils ont eu à faire comme activité pendant qu'ils étaient encore solides, et ceci avec des conditions acceptables. Donc, c'est là qu'il y a tout le problème. Et vous retrouvez là quelque chose de plus structurant, de plus fondamental, c'est-à-dire la constitution de l'État néocolonial. L'État néocolonial qui n'entrevoit pas le bien-être des citoyens, qui n'entrevoit pas, disons, le développement, mais qui existe pour exister et perpétuer les conditions de la dépendance. Alors, ces conditions de la dépendance, c'est quoi? C'est d'abord la misère. La misère est structurante. La misère structure la dépendance. Et lorsqu'on ne vous garantit pas les conditions d'aisance après l'activité, vous devenez dépendant de celui qui vous nourrit au jour le jour. Et ça coupe tout esprit d'autonomie des citoyens. Ça coupe tout esprit de dépendance et même de citoyenneté, parce que lorsque vous n'êtes plus dépendant, lorsque vous devez chaque jour vous soucier de ce que vous allez manger, de ce que vous aurez à faire si jamais vous êtes malade ou si vos enfants sont malades, lorsque tous les jours vous avez à vous soucier de là où vous allez habiter, vous devenez très vulnérable vis-à-vis de celui qui vous donne cela. Alors, si les citoyens sont ainsi dépendants, vous comprenez que la volonté d'indépendance ne viendra jamais. Donc, la retraite fait partie de ces éléments qui structurent la dépendance, à mon avis. Et il est aujourd'hui peut-être un peu plus observé qu'hier, parce que, la pression populaire est devenue plus forte. Le nombre de gens qui frappaient aux portes de la fonction publique a augmenter de manière exponentielle, et le problème de ceux qui occupent au-delà du temps devient donc très, comment est-ce que je peux dire, visible. Très bien. Donc, c'est en ces termes que le problème de la retraite se pose aujourd'hui au Cameroun. Juste pour dire que c'est pas l'agent public qui refuse d'aller à la retraite. Il est mis de force à la retraite, même quand il ne le voudrait pas. Si un agent public ne va pas à la retraite, c'est qu'on ne le met pas à la retraite.
Donc, ce n'est pas le problème de l'argent en tant que tel. C'est encore une fois les éléments du système qui permettent à certains de rester plus longtemps, à d'autres moins longtemps. Très bien, merci. Je me retourne vers M. Ateba du MRC. Une préoccupation quand même. Lorsqu'on entre à la fonction publique, c'est un exemple que je prends comme enseignant de lycée, vous savez exactement également quand est-ce que vous irez à la retraite. Pourquoi ça doit créer un problème au moment où vous devez déjà aller en retraite? D'autres laissent l'impression qu'il y a un effet de surprise. En vérité, tout cela rentre dans le fonctionnement du système. C'est que la régularité dans la gestion du système, de gestion du personnel. Parce que vous voyez, il y a des disparités. Il y en a qui vont à la retraite à temps et d'autres qui n'y vont pas. Ça crée naturellement des frustrations. Et vous voyez aussi la qualité, la rémunération des fonctionnaires, c'est-à-dire leur traitement salarial. Et c'est un phénomène nouveau parce qu'avant, les gens n'avaient pas de problème pour aller à la retraite. C'est-à-dire quand les salaires étaient consistants, donc ça ne gênait personne qu'il ait une retraite à un certain âge parce que les salaires étaient consistants, la pension retraite était tout aussi consistante. Et vous voyez, c'est les anciens fonctionnaires qui ont peut-être les meilleures pensions que les plus jeunes aujourd'hui. Donc, tout ça rentre dans la gestion globale de la société. Et vous allez voir un autre aspect, voyez-vous, parlant de retraite, parlons-en. Le Cameroun est gouverné par des gens qui ont plus de 60 ans de fonction, qui travaillent depuis plus de 60 ans. Ouais. C'est-à-dire, moi, j'ai 58 ans, c'est-à-dire, si j'étais fonctionnaire, je serais parti en retraite avant la dernière réforme, il y a 3 ans. Tout à fait. Pendant que des gens, c'est-à-dire qui sont nés, qui ont commencé à travailler avant moi, pour certains, sont encore en fonction. Vous voyez, c'est tout cela qui crée la confusion. Que quelque part, non seulement ça crée justement des disparités, mais il y a aussi une sorte d'injustice. Mais justement, c'est une injustice. C'est une injustice énorme et criarde. Et c'est le plus choquant, c'est de voir la personne qui t'envoie en retraite. Quand tu regardes la personne qui t'envoie en retraite, alors qu'elle-même méritait il y a depuis très longtemps. Qui est ton aîné de 20 ans? De 30 ans, de 40 ans. Alors tu demandes comment est-ce que c'est... Donc tout ça rentre dans l'organisation de la société. Parce que, comme disait le professeur tout à l'heure, imaginez un retraité. C'est-à-dire que, en fait, quand vous regardez les salaires des fonctionnaires, aucun Camerounais peut vivre de son salaire. Aucun. Donc les fonctionnaires vivent des petits à côté qu'il y a autour de la fonction qu'ils occupent. Mais une fois qu'ils n'y sont plus, ces fichus n'ont plus rien. Et maintenant, quand ils tombent malades, c'est-à-dire que ne prenons que le cas de la santé. C'est-à-dire s'il faut réfléchir comment on doit aller à l'hôpital parce qu'on est malade, quelle est cette société qui ne prend pas en charge ses citoyens, qui ne peut pas protéger, au moins, ne serait-ce que la couverture santé. Donc quand quelqu'un imagine qu'il ira en retraite, qu'il va tomber malade et qu'il ne pourra pas s'acheter un comprimé de quinine, vous imaginez le traumatisme. Il a déjà un traumatisme. Donc, la retraite, et il disait si bien tout à l'heure, nous voyons en France, les gens manifestent contre la rallonge du temps de travail, parce qu'ils veulent aller à la retraite, parce qu'ils ont des conditions qui leur permettent de vivre paisiblement leur retraite. Et c'est tout le contraire chez nous, parce que la retraite fait peur. La retraite fait peur, donc ça rentre dans l'organisation globale de la société, dans la répartition, la saine répartition des ressources qui permettrait, qui ne serait pas content d'aller se reposer. Parce que travailler, c'est dépenser de l'énergie et ce serait quand même plaisant d'aller se reposer. Donc tout ça rentre dans l'organisation globale de notre société qui n'assure pas une saine redistribution, une saine rétribution pour que chacun se sente à l'aise. Et vous voyez, le Cameroun, il y a des gens qui vont en retraite même avant d'avoir travaillé. Comment ça? Je prends l'exemple des gars qui font des concours quoi on les appelle quoi, les instituteurs. Oui. Aujourd'hui, qui font des concours d'instituteurs, qui sortent de l'école et qui n'ont jamais été recrutés. C'est-à-dire qu'à 50 ans, 55 ans, il n'a jamais trouvé de travail, n'a jamais été intégré. Mais il a eu une formation, mais il est parti en retraite. Et quand on sait que l'espérance de vie au Cameroun tourne autour de 50 ans. C'est 45. Voilà, 45 ans. Vous imaginez? Donc, au Cameroun, le Cameroun, c'est un pays de retraités. Le Cameroun, c'est un pays de retraités. Merci beaucoup. Et de retraités forcés.
Pierre Blériot-Niémé, que je ne m'éloigne pas de ma préoccupation, au-delà de toutes ces explications fondées que vient de donner Emmanuel Ateba. Si vous entrez à la fonction publique, c'est un exemple une fois de plus, vous avez 30 ans, excusez-moi de revenir toujours sur l'exemple des enseignants, c'est cet exemple qui me vient en tête. Vous vous dites également, selon la réglementation, que vous aurez encore 30 ans de travail. Cela signifie que lorsqu'il vous reste 2 ans de travail, est-ce qu'en réalité, vous devez être surpris de votre mise à la retraite, au-delà de toutes ces explications qu'a donné Emmanuel Ateba, il n'y a pas une saine redistribution du gâteau national, une injustice, disparité des mises à retraite par rapport au corps de métier. Vous avez pris le bel exemple, sauf que c'est l'anti-exemple. Vous trouverez moins d'enseignants qui rechignent à aller à la retraite que les autres agents publics, et je vais vous expliquer pourquoi. Monsieur Ateba a dit personne, aucun fonctionnaire, aucun Camerounais ne peut vivre de son salaire. Je lui dis, mis à part l'enseignant. C'est-à-dire que l'enseignant est celui qui a été forcé à vivre de son revenu. C'est pour cela que pendant les périodes de travail, il paraît comme étant le plus misérable. Sauf qu'il s'habitue à ce revenu-là. Et sa pension retraite, je vous fais une révélation, parce que c'est les anciens qui vont actuellement à la retraite. La pension retraite des enseignants actuels est équivalente à leur au traitement salarial de jeunes travailleurs, c'est-à-dire de jeunes professeurs. De sorte que pour dire trivial, quand un professeur de lycée va en retraite aujourd'hui, il a presque le même revenu qu'un jeune professeur qui sort de lycée. Il lui est donc plus avantageux d'être à la retraite que de travailler. Je résous le problème des enseignants. Je pense aux autres agents publics. Il y a 2 autres phénomènes que le professeur n'a pas évoqués, faute de temps. Il n'y a pas que le système de rémunération. Il y a le type de travail et il y a le système de corruption. Quand vous recrutez les gens, vous les envoyez dans les ministères, quelqu'un qui a le CEPE, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe, disons des choses pour qu'on se comprenne. Il va donc travailler au ministère des Finances. Parce qu'au ministère des Finances, tout le monde porte la veste, il se prend pour un cadre. Il a 70 000 francs de revenus. Mais comme la corruption aide, il se retrouve à avoir plus d'1 million le mois. Il se met à se comporter comme un millionnaire, c'est-à-dire à vivre la vie qui ne correspond pas à son statut social réel. La vérité, c'est que quand il va aller à la retraite, il aura 38 000 ou 43 000 de retraite. Et comme on n'a pas une très bonne éducation financière, il n'a pas pris les garanties nécessaires pour investir dans d'autres domaines. Le fonctionnaire qui vole, parce que c'est ça l'autre aspect de la corruption, quand vous êtes habitué à voler, le cerveau ne peut pas à la fois travailler à l'intelligence et à la malignité. Dans la vie, votre cerveau s'oriente de 2 manières possibles, pas à la fois. Soit vous êtes malin, c'est-à-dire vous volez et autres, soit vous êtes intelligent et sage. Donc les malins donc passent le temps à compter sur ce qu'ils grappillent ça et là. Ils se construisent une vie. Le fait de construire un grand domicile et autres, ce n'est pas le domicile que vous allez manger. Quand l'heure de la retraite arrive, vous n'avez appris à faire rien d'autre. D'ailleurs, ceux-là, très souvent, vont aller à la retraite avant la réforme à 50 ans. Il faut comprendre ce qu'il leur... 50 ans, c'est vite arrivé. Le train de vie était très élevé. Il faut le diviser par 20, parfait ici. La conséquence, c'est que vous êtes déjà mort. Vous n'avez pas besoin d'attendre de mourir. Donc, vous voyez le système de la corruption et le type de travail. Pourquoi les gens rechignent à aller à la retraite? La plupart des travailleurs au Cameroun ne travaillent pas quand il faut travailler. À l'âge de la retraite, ils ont encore toute leur force. Et donc, il arrive à 60 ans, il a encore de l'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. Parce que, observez, quand on vous dit qu'ailleurs, les gens veulent aller à la retraite, ce n'est pas seulement parce que les conditions de retraite sont bonnes. Mais c'est parce que vous avez également beaucoup travaillé. Vous êtes épuisé. En France, aujourd'hui, les gens refusent la retraite à 64 ans. Ils disent que ça va les tuer. Les Camerounais de 64 ans sont fringants. Parce que, on le dit vulgairement, quand le blanc est au travail, il travaille. Quand il veut se reposer, il se repose. Quand le Camerounais, je ne connais pas les autres Africains, est au travail, il se repose. Alors, ils se reposent tellement que l'âge de la retraite arrive, ils sont pleins d'énergie et ils ne voient pas où est-ce qu'ils vont mettre cette énergie. Parce qu'un homme qui a véritablement travaillé jusqu'à 60 ans, qui s'est donné à fond, tel que le système capitaliste l'oblige, à 60 ans,
Vous ne pouvez même pas souhaiter qu'on continue de vous utiliser. Vous ne pouvez pas le souhaiter. Merci. Le système capitaliste ne nous permet que de reconduire nos forces de travail. Et à cet âge-là, nous ne pouvons plus avoir la force de travail. Donc, vous avez ces 3 paramètres. Vous avez le système de rémunération qui est mauvais. Vous avez le système de la corruption. Et vous avez le type de travail. Merci beaucoup. Je me retourne une fois de plus vers le professeur Messanga. Je voudrais qu'on puisse nous appesantir un tout petit peu sur ce que Emmanuel Ateba disait là tout à l'heure. Les problèmes de disparité, quelqu'un d'autre parlera d'injustice. Au Cameroun, dans ce pays qu'on appelle Cameroun, certains vont à la retraite à 65 ans. Je pense que c'est le cas de vous, enseignants d'université. D'autres y vont à 55 ans. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème d'injustice? Comment vous expliquez cela, cette disparité en termes d'âge et en fonction des corps de métier? Bien, peut-être, je ne vous prendrai pas aussi à ce détail. Je crois qu'on a harmonisé. Il y a plus de gens qui aillent à 55 ans. On a harmonisé à 60 ans. Seuls aujourd'hui, les enseignants du supérieur vont à 65 ans pour ceux qui atteignent le rang magistral. Ce n'est pas tous. Jusqu'au chargé de cours, l'enseignant de l'université va à la retraite à 60 ans. Donc, comme tout le monde. Bien, une fois que j'ai évacué cela, il reste que, effectivement, le problème de disparité est énorme. Et une fois de plus, j'insiste sur le fait de la structuration. La disparité est structurée justement pour qu'on tienne les gens. Ah bon? Oui. Elle est structurée non pas seulement en termes de départ à la retraite, même en termes de rémunération. Vous savez, lorsque vous travaillez, le salaire est bas, le salaire est dérisoire. Qu'est-ce qui fait la substance de la rémunération d'un travailleur, surtout du secteur public? C'est la nomination. Alors, vous allez vous rendre compte que 2 collègues sortis de la même école la même année, peut-être l'un plus avancé que l'autre, peut-être le dernier, si le dernier est nommé, sa vie change dès cet instant-là. Vous allez vous rendre compte que... Oui, c'est le décret, c'est la force du décret, c'est la force de l'arrêté, c'est même la force de la décision. Tout dépend de là où on vous a mis. Je vous dis, il y a des gens qui sont nommés par décision, qui n'envient pas certains qui sont nommés par décret. Parce que s'il est assis sur le bon couloir, comme on dit, il n'a vraiment rien à envier à celui qui est sous un décret. Donc, la nomination permet aux travailleurs d'engranger, comme disait M. Yemek tout à l'heure, ce qui est au-delà de la rémunération traditionnelle, statutaire. Donc, parce que vous allez vous rendre compte, il y a des États, on a fait telle activité, on fait les États parce qu'il y aura des gratifications spéciales. Son nom est là. Il y aura telle autre activité, même quand il n'y figure pas. Mais s'il est l'élément clé du système qui conduit au paiement, son nom est intégré de manière automatique. Vous avez appris un certain nombre de choses. Des gens qui vont en mission sur, je sais pas, 900 jours là. En une année. Je sais pas, quel genre d'année y a-t-il? Et c'est tout simplement parce que dans plusieurs États, on le met parce qu'il est dans le bon couloir ou au bon carrefour, c'est-à-dire vous ne pouvez pas passer, votre dossier ne peut pas passer sans son visa ou sans sa signature. Alors on le met. Donc il va se retrouver dans plusieurs ordres de mission. Et lorsqu'on calcule, on va voir qu'il est allé en mission pour une seule année sur une durée qui va au-delà de 3 ans. Donc, alors, ces gens-là qui engrangent de cette manière les revenus le doivent à la nomination. Donc, la nomination devient un élément discriminant, mais dont la fonction est de tenir les gens en laisse. On tient celui qui est nommé en laisse, on tient ceux qui peuvent espérer être nommés en laisse. Je dis, même à la veille de la retraite, les gens espèrent encore dans la fonction publique d'être nommés. Donc, et parce que vous voulez être nommé, vous allez vous tenir à carreau. C'est-à-dire qu'il y a un problème, vous vous taisez parce qu'il ne faut pas qu'on vous entende parler d'une manière ou d'une autre. Sinon, c'est votre carrière qui est menacée. Donc, on n'a même pas besoin de vous le dire. Vous-même, vous l'intégrez parce que vous savez que celui qui a été nommé là, c'est peut-être l'homme le plus docile et ainsi de suite. Vous aussi, vous tendez à être docile. Et je dis, ça, c'est encore plus grave parce que nous sommes dans la logique des États néocoloniaux. Et dans les États néocoloniaux, on est très réfractaire à toute idée d'indépendance.
Donc, on tient les gens par ce mécanisme-là. Donc, la retraite ne fait que partir de ce système. Très bien. Oui. Donc, les mises à retraite, comme on dit, il y en a qui ont atteint longuement l'âge de la retraite et qui sont là par la loi encore, hein, c'est-à-dire soit par un degré de prorogation des activités, soit même parce qu'on ferme l'œil sur leur mise à la retraite. Ils peuvent même ne plus recevoir de solde statutaire, mais ils sont rémunérés mieux que s'ils avaient ce salaire-là. Parce qu'on les garde là, officiellement, vous ne pouvez pas les enlever. Même le patron de la structure, c'est-à-dire que si vous êtes chef d'un département, vous avez un tel type, vous voulez le mettre à la retraite, on vous rappelle à l'ordre. Vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez pris l'exemple de Ngaoundéré. On en parle tout à l'heure. Vous avez pris l'exemple de Ngaoundéré, vous voyez ce qui se passe. C'est celui qui veut faire le zèle, qui veut rappeler aux retraités que vous êtes à la retraite qui devient fautif. Et donc, le système va ainsi pour que on vous montre l'exemple. Soyez docile comme tel et vous pourrez éventuellement être récompensé. C'est-à-dire cette idée d'éventualité-là vous tient en laisse. Très bien. Emmanuel Acteba, le professeur nous a donc introduit le dossier de Ngaoundéré. C'est devenu toute une affaire. Hein. On dira peut-être aussi bientôt Ngaoundéré Gate, où se livre un duel depuis plusieurs jours. Le conseiller, le contrôleur financier et Madame le recteur. Le contrôleur financier, à titre de rappel, a justement rappelé Madame le recteur qu'il était temps qu'elle aille en retraite, puisque à son niveau, il ne pouvait plus prendre un certain nombre d'engagements sur le plan financier. Entre-temps, le ministre des Finances, de son tour, de son côté, a adressé une demande d'explication, j'ai peur de dire musclée, à son contrôleur financier, en lui faisant comprendre que cela n'était pas de son ressort. Face à cette actualité brûlante au Cameroun, où nous parlons toujours de mise à la retraite, où est-ce que vous vous situez? Vous savez, parfait, vous allez observer que le politique au Cameroun s'est arrangé à tout contrôler. C'est-à-dire qu'il a refusé l'application des normes arrêtées par lui-même. Vous voyez, avant d'arriver à la retraite, il y a des enfants qui sortent d'une école, des professeurs de lycée, ils sortent d'une école. Il y en a qui sont qui ont leur salaire avant les autres. Alors qu'en temps normal, ça devrait être automatique. Une fois que tu es admis au concours, tu as un matricule, à la sortie, c'est-à-dire que ça doit être automatique. On n'a même pas besoin de faire des démarches, même les documents qu'on demande d'apporter par la suite, on les a à l'entrée de l'école. Tout à fait. Donc on n'a plus rien à fournir. Excusez-moi, je voudrais juste mettre de l'ordre dans votre boulot. L'une des réformes fortes de Garga Amadou, lorsqu'il était Adji, autant pour moi, Garga Amadji, quand il était ministre de la fonction publique, c'était cela. Quand vous sortez de l'école, c'est votre dossier d'entrée à l'école qui devient le dossier intégration. C'est-à-dire on n'a plus besoin de vous demander des éléments, sauf ceux d'ajout, c'est-à-dire, par exemple, les bordereaux de sortie de l'école qui attestent que vous êtes effectivement sorti. Et ça permettait qu'on résolve les problèmes de manière collective, sans discrimination. Je m'excuse d'avoir... Non, merci. Non, c'est justement ce que je suis en train de dire. Donc, quand on part de là, c'est la même chose qui va jusqu'à la mise en retraite, parce que ça doit être automatique. On n'a même pas besoin de rappeler à quelqu'un. D'ailleurs, toi, tu sais que tu dois c'est-à-dire que c'est systématique, c'est automatique. Alors, quand on revient donc sur le cas de Douala, de Ngaoundéré que vous évoquez, oui, si on peut être gêné, entre guillemets, par l'attitude du contrôleur financier, mais cela n'enlève pas moins la pertinence de son... Parce que il précise, je connais pas le texte réglementaire y afférent, parce qu'il dit je me verrai dans l'obligation d'appliquer les dispositions réglementaires relatives aux dépenses. Donc, ça veut dire qu'il y a une disposition qui prévoit que une fois qu'une personne est admise à faire valoir ses droits à la retraite, elle n'est plus autorisée à engager les dépenses. J'imagine que c'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire, effectivement. Donc, si ça veut dire cela, tout à fait. Si ça veut dire cela, alors c'est tout à fait normal que le contrôleur financier, qui dépend de notre ministère, qui doit rendre les comptes parce qu'il a des responsabilités par rapport à sa fonction, pour qu'il le fasse, parce qu'il devrait, s'il accepte cela, il commettrait des erreurs. Il devient complice. Il devient complice parce que si le recteur
qui est déjà en retraite engage dépenses et qu'il valide cela, il sera complice. Donc, il préfère lui rappeler que, écoutez, apportez-moi une preuve de la dérogation, de la prolongation de votre... pour que je puisse, et c'est tout à fait normal. Je ne pense pas qu'il y ait... C'est tout, ça veut dire que c'est comme ça que les choses devraient se passer dans une société. Bon, en fait, organisée. on a estimé, hein, Joseph Emmanuel Atoba, si je m'en tiens, entre guillemets, à la réplique du ministre des Finances, lui Paul Moutazeux, si je m'en tiens donc à cette réplique, le ministre fait comprendre qu'il a été discourtois, il a été condescendant, il a été, si on était au village, il a été mal élevé. Mal élevé. Et tout. Oui, et le ministre lui dit que cela n'est pas de son ressort de donner ce genre d'injonction aux gens. Si on retire le côté discourtois du texte, mais ça n'enlève pas la pertinence de la correspondance, dont l'objet est de rappeler au recteur que, en tant que contrôleur financier, je ne peux plus engager les documents que vous allez signer parce que la réglementation prévoit que une fois que vous êtes en retraite, donc apportez-moi les éléments qui me permettent de travailler. Je crois que c'est au-delà, on peut lui tirer les oreilles, mais c'est ça l'objet de la correspondance. Je devrais vous rappeler que madame le recteur lui a servi une citation directe. Justement. Donc ça veut dire que... Et comme disait le professeur tout à l'heure, vous savez, il y a des gens qui sont en fonction, ils y restent même pendant 10 ans, sans prolongation. C'est-à-dire, il reste au poste, c'est-à-dire, il est parti en retraite, il est là, il n'a plus de salaire, mais il occupe toujours la fonction. Il occupe le bureau. Il occupe le bureau. Très bien. Pierre Blériot-Niémec, il y a une discussion, il y a un débat qui naît progressivement. C'est ce que j'appelais en ouverture de ce programme, le débat de la légalité et maintenant de l'insubordination. Emmanuel Atoba, justement, pense que le monsieur est légaliste. Entre-temps, monsieur le ministre des Finances pense que le monsieur est insubordonné. Qu'est-ce qui devrait primer? Bon, ben, vous avez chuté en disant que madame la rectrice a porté plainte, oui, avec une citation directe, dans les tribunaux civils au contrôleur financier. Si elle était dans la légalité, elle aurait saisi le tribunal administratif. Si elle était dans la légalité. Ce qu'elle fait là, c'est de l'intimidation. Parce que le tribunal administratif règle les questions du point de vue de la légalité. Lui ne veut pas connaître votre fonction. Vous dites que, bon, je suis recteur, ça n'intéresse pas le tribunal administratif. Est-ce que vous avez la prorogation? Non. Donc vous n'êtes même plus recteur pour le tribunal administratif. Oui, aussi, le tribunal administratif, lui, il va vite. C'est le seul tribunal qui fonctionne très bien au Cameroun. Il fonctionne vraiment très bien. Il faut rappeler ici que les recteurs sont nommés par le chef de l'État. Tout à fait. Lorsqu'ils atteignent l'âge de la retraite, ils peuvent bénéficier, sur leur demande ou sur la décision discrétionnaire de celui qui les nomme, d'une prorogation. Tout à fait. À l'état actuel des choses, 3 recteurs seulement ont bénéficié de cette prorogation. Le recteur Soso de Yaoundé, donc le recteur de Yaoundé 1, le recteur de Bamenda et le recteur de Bolova. Le recteur de Yaoundé 2 aussi. Non, il jouit d'une ancienne... Je vous parle de l'état actuel, les derniers textes. Or, dans ces derniers textes, madame le recteur ou la rectrice de Ngaoundéré, qui avait sollicité la prorogation, n'a pas reçu sa prorogation. Vous voyez, sa situation est particulière. Minkwache non seulement il a bénéficié d'une prorogation, mais lorsque vous n'avez pas la prorogation, il y a une deuxième disposition qui fait qu'on puisse vous créer un matricule temporaire au ministère des Finances qui vous permet de faire les transactions. Cette demande doit être adressée au ministre des Finances qui, en attendant la prorogation ou votre mise en retraite, vous donne un matricule temporaire. Donc, pour revenir au cas du contrôleur financier, il n'a ni la prorogation de la rectrice, ni le matricule temporaire. Il ne peut donc plus traiter de finances avec la rectrice. Aussi simple que ça. Donc, du point de vue de la légalité, il a totalement raison. Je ne peux plus, vous ne pouvez plus engager l'université de Yaoundé 1. De Ngaoundéré, autant pour moi. Soit d'autant plus que les documents administratifs qui doivent même aller au niveau du ministère des Finances, s'ils n'ont pas soit la prorogation de la rectrice, soit le matricule temporaire dont on a parlé, ne recevront pas paiement. Donc le recteur va se retrouver bloqué. L'université sera bloquée.
le contrôleur financier rappelle à bon titre et à bon droit qu'on lui produise ces documents. Maintenant, le principe de la lettre administrative, le premier principe, c'est la courtoisie. Non, nous sommes parfois ici, vous nous invitez ici pour... Tout à fait. Non, on ne peut pas éluder ça. C'est la courtoisie. Moi, DRHI ici, lorsque je m'adresse à vous, le DG, quels que soient les fondements légaux de ma correspondance, je me dois d'être courtois. Même quand c'est l'inverse. Bien sûr, Même quand c'est l'inverse, c'est-à-dire... Même quand c'est la hiérarchie descendante. C'est toujours dans la courtoisie. Maintenant, je vais préciser qu'on ne peut pas traîner quelqu'un au tribunal pour manque de courtoisie. Non, ça n'existe pas. C'est pas une faute légale, c'est une faute. Ça peut être administratif. Le législateur non, parce que ça, c'est des émotions en fait. Quand vous lisez une lettre, c'est vous qui estimez que ce terme est discourtois, tel autre, on n'aurait pas dû me parler avec cette tonalité. On ne peut pas traîner quelqu'un au tribunal, un collègue au tribunal pour manque de courtoisie. À la limite, on peut parler de diffamation. Et si on parle de diffamation, cela supposerait que le mis en cause, c'est-à-dire le contrôleur financier, a menti. Pourtant, le contrôleur financier a les éléments administratifs. C'est-à-dire, lui va produire un document qui montre que l'âge de mise en retraite est arrivé. Donc, cette dame n'est plus rectrice de l'université de Ngaoundéré parce qu'elle est une retraitée. Les retraités ne gèrent pas les institutions. Donc, pour conclure sur cette question, le contrôleur financier était tout à fait dans son droit de rappeler à madame la rectrice qui avait oublié, possiblement. Parce que, oui, les prédécesseurs vous ont expliqué pourquoi on oublie. En fait, vous avez évoqué la notion d'injustice. Madame la rectrice se dit, mais est-ce que je serai la première rectrice ou le premier recteur aller à la retraite nette à 65 ans? Non, tous les autres ont souvent bénéficié d'une ou de deux prorogations. Je ne suis même pas encore à ma première. D'ailleurs, quand on est recteur au Cameroun, on aspire à devenir ministre. Pendant que j'attends dans ma nomination, un petit contrôleur financier vient mettre du sable dans mon tapioca en me rappelant et en rappelant aux yeux du monde. C'est là certainement qu'elle a vu une sorte de provocation. Merci beaucoup. Entre-temps, quand même, professeur, est-il possible que ce que le contrôleur financier de Ngaoundéré a quand même lancé puisse réveiller ceux qui sont en charge de signer des décrets et que sais-je encore? Parce qu'il y a un autre problème. Vous l'évoquiez tout à l'heure, mais rapidement, cette fois-ci, je présume que vous irez en profondeur. Cet aspect des choses qui voudrait que lorsque vous avez, par exemple, été nommé par décret présidentiel, même si l'âge d'aller à la retraite est arrivé, vous attendez encore que celui qui vous a nommé puisse vous décharger. Est-ce qu'il n'y a pas un flou à ce niveau-là? Cet aspect d'être nommé par décret et finalement vous devez encore attendre être déchargé par celui qui vous a nommé, c'est-à-dire le président de la République. Bien sûr, je crois que c'est de bon temps. Vous ne pouvez pas vous en aller tout seul. Parallélisme de forme. Parallélisme de forme. Et justement, je voudrais suivre. Lorsque vous prenez par exemple le cas du recteur de Yaoundé 2, il y a eu des nominations pendant qu'il était dans cette situation. Et le fait qu'il n'ait pas été remplacé vaut tacite reconduction. Donc, alors, s'il est reconduit par le chef de l'État, comment peut-on considérer cela? Sinon que c'est une prorogation de fait. Donc, mais par contre, comme il le disait si bien, là où il n'y a pas d'éléments sur lesquels un contrôleur financier ne puisse s'appuyer, ça pose un problème. Et ce d'autant plus qu'il n'est véritablement pas subordonné comme on voudrait l'entendre. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans la structure hiérarchique de l'université. Non, sinon il ne contrôlerait pas son patron. C'est un service qui est annexé là pour faire un travail. Le service a beau être annexé, professeur, mais toujours est-il que nous restons souvent dans l'administration. Oui. Si un contrôleur financier travaille au sein d'une université, l'université a quand même un chef.
Oui, mais ce n'est pas lui. Par exemple, quand on notait encore, c'est pas le recteur qui note le contrôleur financier. Non. Oui, mais professeur, oui. Ce n'est pas toujours le chef direct qui note. Oui. Je vous enseigne rien. Oui. Avant même, c'est les préfets qui notaient. Oui. Non, mais pour montrer, enfin, ce que je voulais mettre quand même en exergue, c'est que ce serait même très grave si on envoyait des contrôleurs subordonnés. C'est la mort même du contrôle, c'est-à-dire qu'il n'aurait plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il se soumettrait aux 4 volontés de son patron. Non, il est là pour contrôler et il a contrôlé. Bon, maintenant qu'il l'a fait, peut-être même que c'est à l'avantage de Madame le recteur. Peut-être que... Est-ce que Madame le recteur voulait que ce soit su à la face du monde? Maintenant, bon, peut-être pas, mais c'est arrivé. Sur des télévisions satellitaires. Il y a plein de choses tout le qui monde nous arrivent. Maintenant sait déjà que son âge à la retraite est arrivé et qu'elle ne veut pas partir. Votre question était claire. Est-ce que ça peut booster? Est-ce que ça peut être un accélérateur? Et j'ai dit oui, ça peut être à son avantage. Tout commence à son désavantage. Oui, et j'ai dit, je crois que c'est beaucoup plus à son avantage. Vous lisez dans une boule de cristal? Non, je vois mon pays fonctionner. Que le président puisse se rappeler. Ah bon? Donc, madame le recteur le poste de ministre que je voulais... bon, donc, ce moment-là. Non, je vois fonctionner mon pays depuis un certain temps. Et vous allez voir que très souvent, les gens sur qui les scandales se créent sont bénéficiaires de ces scandales. Il n'est pas impossible que cela lui bénéficie plutôt que l'inverse. Et vous pensez plutôt que le contrôleur financier lui peut payer cher? Je ne sais pas. Lui, quand Joël était nommé par exemple ministre des Finances. Bon, peut-être. Mais en réalité, si ça arrive, et si elle est vraiment de bonne foi, elle devrait le remercier. Bon, parce que elle devrait le remercier. Mais pour être encore un peu plus sérieux, je vais dire que comme l'a dit M. Niamek tout à l'heure, non, le contrôleur a fait ce qu'il devait faire et qui est à l'avantage même de Madame le recteur. Monsieur le ministre des Finances pense que ce n'est pas le rôle du contrôleur financier. Il ne sait pas de son rôle de rappeler à tout un recteur que son âge de recteur est arrivé. C'est tout à fait son rôle. Bon, là c'est une autre paire de manches vraiment avec son vrai patron, c'est-à-dire le ministre des Finances, qui lui dit, et je ne sais pas quel est le cahier de charge qu'il lui a donné avant, qui est conforme à cette observation. Donc, mais si cela était le cas, parce que ce que Madame le recteur peut faire aujourd'hui peut lui revenir comme un retour de manivelle plus tard. C'est-à-dire que les actes qu'elle prendrait sur le plan financier actuellement, dans une situation où elle n'a pas tous les éléments juridiques évoqués tout à l'heure, pourraient lui revenir en face un jour. On pourrait parler de détournement, de fraude de gestion. Oui, à partir du moment où vous n'avez plus la compétence, les actes que vous prenez à ce moment-là, ils peuvent vous être opposés un jour après. Donc, les choses ne vont pas toujours dans le sens qu'on croit. Il peut toujours avoir des petits changements. Le monde peut changer, même à l'intérieur du même bateau. D'accord. Donc, moi je crois que oui, on est tous d'accord que c'est le ton discourtois seul qui pose problème. Il aurait fallu, parce que je crois même à la fin, si on pouvait lire sur les écritures le visage, on voyait un sourire en coin à la fin de cette correspondance. Bon, c'est peut-être ça qui est blâmable. Votre lecture, j'ai dit si on pouvait, mais on peut pas. Donc il y avait comme un sourire en coin. Bon, mais j'ai dit, excepté ce ton, je crois que le travail que le contrôleur a fait était au profit même de Madame le recteur. Merci beaucoup. Emmanuel Ateba, comme nous sommes quand même dans un pays qui s'appelle Cameroun, nous avons en face quand même du contrôleur financier toute une rectrice. Ce n'est pas rien. Quelqu'un me rappelait que recteur, c'est l'équivalent du secrétaire général d'un département ministériel et que contrôleur financier, c'est l'équivalent d'un chef de service. Secrétaire d'État. Je voulais même parler d'un secrétaire d'État. Voilà, un secrétaire d'État. Donc, le recteur a rang de secrétaire d'État dans un département ministériel. Et maintenant, le contrôleur financier, je pense, il a rang de chef service. Donc, c'est un chef service
qui veut humilier, par exemple, tout un secrétaire d'État dans un département ministériel. Je reprends donc, comme nous sommes dans un pays qui s'appelle Cameroun, et quand j'ai lu cette réplique, à la limite, ce rappel à l'ordre du MINFI sous forme de demande d'explication, est-ce qu'on ne devrait pas s'inquiéter pour l'avenir du contrôleur financier? Est-ce qu'il ne va pas payer les frais pour cette insubordination? Vous savez, au Cameroun, on dit souvent, tu sais à qui tu as affaire. Qui sait sur quoi repose le contrôleur financier? Vous pensez aussi que oui, vous avez dit qu'on est dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Donc au Cameroun, tout est possible. Tout est possible. Le reste, ça peut être qu'une mise en scène pour ne pas frustrer la rectrice, dire que on a été solidaire de sa frustration, on essaie de taper sur les doigts tout en sachant que le contrôleur fait ce qu'il devait faire. Et tout, je vais quand même revenir sur un aspect que Blériot et le professeur ont évoqué tout à l'heure relatif aux nominations, c'est-à-dire parlant de celui qui nomme, qui peut enlever. Mais je pense que les nominations au niveau administratif sont faites dans le cadre du profil de carrière. C'est par rapport, c'est dans l'espace de la carrière. Donc si vous pouvez être nommé parce que vous êtes encore en fonction. Donc quand la retraite arrive. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, j'ai pas. Certaines fonctions, non. Certaines fonctions, non, comme celle de recteur, non. Ah, bon, peut-être oui. Donc, il y a bien d'autres qui rentrent vraiment dans le cadre de la carrière où tu es nommé une fois que tu as ton heure de retraite sonne. Tu n'attends pas que quand Est-ce que ça concerne les décrets présidentiels? On peut même prendre un recteur qui n'a jamais enseigné dans une université. Effectivement. On le nomme recteur de l'université. Bien sûr. Voilà, donc c'est un peu l'université de Yaoundé. C'est toutes ces ambiguïtés là donc auxquelles nous sommes habitués qui laissent libre cours à ce type de parce on assiste à ce type tous les jours et on ne sait plus de quel côté comment ça se passe. Donc il n'y a pas au Cameroun c'est un pays qui fonctionne. Je vous relance pour rester toujours sur ce même sujet. Bon, nous parlons beaucoup plus des recteurs parce que le scandale entre guillemets est né du côté de l'université de Ngaoundéré. Mais c'est le cas, par exemple, au niveau du commandement. Bon nombre de sous-préfets ont atteint l'âge d'aller à la retraite. Bon nombre de préfets sont dans la même situation. Je n'en parle pas des gouverneurs. Mais attendez, c'est si compliqué pour mettre ces hauts commis de l'État à la retraite et être remplacés. Est-ce qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de valeureux Camerounais qui puissent remplacer cela? Non, c'est pas compliqué, c'est systémique. C'est le système qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que c'est le système qui fonctionne comme ça. C'est-à-dire que de manière tacite, peut-être pour des services rendus alors par rapport à ce qu'on sait de toi, on préfère que tu restes là plutôt que de mettre X ou Y. Un problème de confiance? Oh, oui, ça peut être cela. Ça peut être cela. Donc, comment peut-on justifier qu'une personne soit déjà service rendu par vous ou par votre père? Voilà, ça dépend. C'est des choses. C'est ça le Cameroun parce que le Cameroun n'a jamais fonctionné normalement. Oui, les normes sont là, elles sont écrites, mais personne ne les applique. C'est ça le Cameroun, parce que normalement c'est le sous-préfet même qui devrait saluer au jour sa retraite, rappeler que non, moi mon heure a sonné, je m'en vais. Par exemple. Et il n'y a pas que tout ce que vous avez cité tout à l'heure. Mais au Cameroun, ça ne se passe pas comme ça. Les gens espèrent toujours, comme il disait, qu'à la veille même du jour de son départ en retraite, ça peut être une autre nomination. Ça peut être un autre décret. Et parfois, une fonction supérieure. Et parfois, il peut dire qu'on va laisser là parce qu'on attend, parce qu'on veut mettre ailleurs. Donc, on le met là peut-être pour le rassurer qu'écoute, t'inquiète pas pour tout ce que tu as fait, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Attends d'abord. Vous voyez, c'est que le pays... Entre-temps, il y a quand même un autre problème pour parler d'injustice et ainsi de suite. Je suis désolé de revenir sur ce terme d'injustice. Blériot, certains gouverneurs ont atteint leur âge d'aller à la retraite. Ils ont été immédiatement mis à la retraite. Certains recteurs ont atteint l'âge d'aller à la retraite. Ils ont été mis immédiatement à la retraite. Je parle par exemple du recteur, l'ancien recteur de l'université de Douala, François Xavier Etoile. Une fois qu'il a atteint son âge d'aller à la retraite, on l'a mis à la retraite. Entre-temps, d'autres ont bénéficié des prorogations, d'autres ont bénéficié d'une deuxième prorogation. Est-ce que ça ne crée justement pas de l'injustice dans un système qui prône pourtant la justice sociale?
Qui vous a dit que le système prônait la justice sociale? Je m'en tiens au nombreux discours du président Paul Biya qui a toujours parlé de justice sociale. Parce qu'il aime bien cette expression, la justice sociale. Personne ne vous l'a dit, monsieur le directeur, ici. Quelqu'un vous a dit ici les services rendus, soit par vous, soit par vos ascendants. Vos ascendants. Dans votre papa. Voilà. Votre maman, votre grand-père même. Il y en a qui sont depuis leur grand-père. Ça c'est vrai. Oui. J'ai un jeune policier qui a essayé de me menacer récemment et il me donnait le nom de son nom qui était, il est l'homonyme de son grand-père qui avait été délégué général. Bon, je lui ai dit que je comprenais que sa famille avait rendu des services au Cameroun. Je viens donc sur votre question pour dire que il y a des gens qu'on estime avoir sauvé le Cameroun. Ils ont sauvé le Cameroun. Il faut leur dire merci. Et c'est des familles qui gèrent le Cameroun. C'est de vieilles familles qui gèrent le Cameroun. François Xavier et toi, ses grands-parents avaient sauvé le Cameroun. Lui-même je ne sais pas. Non, ses grands-parents n'avaient pas sauvé le Cameroun. Et lui-même n'a pas sauvé le Cameroun. Parce que sauver le Cameroun suppose, par exemple, que si les étudiants tentent de faire grève dans votre université, vous les faites embastiller, on les fouette correctement. Mais d'ailleurs, vous voyez, celle qui a fait fouetter les étudiants à Boya a été nommée ministre. On vous a dit que les choses, il faut lire comment ça se passe. Donc, si vous agissez d'une certaine façon, vous laissez à la postérité, à votre postérité, des chances d'être maintenus. Il y a des enfants qui sont préfets aujourd'hui parce que leurs parents ont été ministres ou préfets à l'époque et ils avaient sauvé le Cameroun. Lorsque vous laissez l'époque de la décolonisation, lorsque vous arrivez au niveau de la néocolonisation, vous avez le coup d'État du 6 avril. Ouais. Il y a des familles qui ont sauvé le Cameroun. Lorsque vous traversez le 6 avril, vous avez les élections de 90. Il y a encore des soupes. Lors des villes mortes. Il y a des familles qui ont sauvé le Cameroun dans le sens où nous parlons. Quand vous avez donc sauvé le Cameroun, vous avez une identité. Le professeur vous a parlé de docilité. D'obéissance. Non, on va plus loin. L'obséquiosité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire cette servilité puérile. Vous êtes obéissant à mort, vous vous mettez à genoux. C'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses dans ce genre d'obéissance. Oui, il y a donc toutes ces choses que vous imaginez et dont vous ne voulez pas parler. Il parle de loyauté. Parlons de loyauté. Parce que, d'ailleurs, quand vous êtes quelqu'un de loyal, quand vos parents étaient loyaux, et que vous gardez, parce qu'en fait, quand vous passez un enfant à quelqu'un, on vous demande si vous lui avez enseigné la loyauté. Si on a la preuve que parfois ici était loyal, il a donc enseigné à son fils la loyauté, il va rester dans... Il y a une autre question que parfois il pose. Est-ce qu'il est avec nous? Voilà. Mais c'est ça la loyauté, c'est ça être avec nous. Est-ce que le recteur et toi étaient avec nous? Voilà, je n'en sais rien. Non, je vais donc vous dire... Tout ce que je sais, c'est qu'il est resté un très grand enseignant d'université. Il n'y a pas d'injustice dans un système injuste. Il n'y a pas de nouvelles injustices. Il y a simplement un grossissement du système lui-même. Parce que ce qui va se produire à terme, c'est que les familles ne pourront pas se régénérer indéfiniment. Elles seront bien obligées d'intégrer les familles qui n'ont pas été avec elles. Mais au-delà de tout, il faut regarder l'autre masse critique des Camerounais qui ne font rien pour que les choses changent. Parce que là, moi, je m'attaque directement au parti d'opposition qui semble avoir perdu la main. Nous avons connu une opposition qui faisait bousculer les choses. Aujourd'hui, on a l'impression que l'opposition ne bouscule plus les choses. Peut-être que l'opposition aussi, à force d'être tabassée au niveau des marches et ainsi de suite, elle s'est découragée. Elle est essoufflée. Et ainsi de suite. Chaque fois que vous rencontrez un obstacle... Entre-temps, comme d'autres sont en prison, Blériot, est-ce que c'est facile? Ce sont des pères de famille qui sont en prison. Est-ce que cette intimidation n'est pas passée? Il n'y a qu'un seul mouvement qui subit ça, un seul parti d'opposition qui subit ça. Mais dans les 300 combien qu'il y en a là, il y en a combien qui ont des militants en prison? Non, moi je pense... que peuvent faire ces partis de fourmis dont vous voulez faire allusion? Ça l'est déjà. Vous savez, lorsque vous avez les fourmis, une fourmi en elle-même n'est rien. Mais si vous les mettez ensemble, alors ça, allez-y. Oui. J'ai un ami Baya, il m'a dit que leur association c'est Moinam. Moinam, je crois que ça doit être effectivement les fourmis. Il me donnait justement cette leçon-là. La petite fourmi à elle seule n'est rien.
mais les fourmis ensemble arrivent à tuer des céphalophes, des antilopes. Lorsqu'elles se mettent ensemble. Et donc, justement, si c'est parti tirer la leçon de la vie des fourmis et des abeilles, je crois qu'on ne parlerait plus de petits partis politiques. Mais c'est seulement que les gens se prennent mal dans cette affaire. Et j'ai toujours dit ici, chaque fois que je discute avec les hommes politiques, je leur dis que ils s'attaquent toujours au côté inattaquable, c'est-à-dire la présidence de la République. Tous les partis politiques de l'opposition pensent qu'ils peuvent sauter sur la présidence de la République et la prendre du coup comme ça là. Je dis c'est imprenable là-bas. Donc il faut d'abord irradier la base, les institutions à la base. C'est là qu'il faut prendre le pouvoir. Mais beaucoup, c'est-à-dire que se lancent dans la bataille corps et âme pour prendre d'abord la présidence de la République. C'est l'inverse qu'il faut faire. Donc l'action politique à ce niveau-là, et pour prendre la base, il faut éduquer les militants à la base. Très bien. Vous voyez beaucoup bavardent, mais ne s'inscrivent pas. L'élément essentiel de la politique, c'est d'abord l'inscription sur une liste électorale. Un homme, une voix. Un homme, une voix. C'est d'être capable de suivre même son vote aussi après le vote. Parce que le tout n'est pas d'aller jeter le bulletin et de rentrer et de dire que oui, on a fait comme ils ont toujours fait. Non, c'est de s'inscrire. Et c'est le jour de vote de veiller à ce que les choses se passent comme on les a fait. Donc, cette éducation-là, je crois qu'elle manque encore. Très bien. Merci pour cette parenthèse. Oui, Blériot, vous allez évoluer, vous allez chuter. Non, je disais que les hommes politiques de l'opposition, malheureusement, l'analyse du professeur nous donne l'impression qu'on peut encore s'attaquer à la base. Le système a aussi créé beaucoup de partis politiques, comme beaucoup de religions, les nouvelles religions, les églises réveillées, pour saquer, pour diluer. Parce que beaucoup de partis dits d'opposition, et ceux qui ont le vent en poupe d'ailleurs, sont des partis de position. Ils ont dit qu'ils étaient des partis de proposition. Créés de toutes pièces pour saquer le mouvement. Mais il faudrait une conscience collective d'un certain niveau. Vous voulez faire comprendre qu'à un moment donné, le système a infiltré l'opposition. Depuis toujours. Ouais, depuis toujours. Sauf que maintenant, l'infiltration a atteint toute la base. Le professeur disait qu'il s'attaque à l'inattaquable, c'est-à-dire à la présidence de la République. Mais je veux lui dire que même les mairies sont inattaquables aujourd'hui. C'est-à-dire que le système qui est mis en place est tel qu'on vous crée un parti d'opposition qui vient faire le one-man show. Vous avez l'impression... Comment vous expliquez qu'un parti qui a gagné une élection de conseillers municipaux, que le parti au pouvoir vienne gagner le conseil régional, là où... Ouais, ça peut s'expliquer, hein. Ça peut s'expliquer. Ça peut s'expliquer comment ça peut s'expliquer par les balais. Vos propres militants. On peut soudoyer vos militants. Mais ce qui n'est pas la collision institutionnelle entre les partis. Non, mais quelquefois, les promoteurs de ces partis, ils sont complices de ces victoires. Ils peuvent, mais pas toujours. Et moi, je crois que pas toujours. Parce que si moi, je crois que je serais d'accord avec Blériot, c'est-à-dire que du reproche qu'il fait à l'opposition, de ne pas faire son travail, faire bouger les lignes. Mais je voudrais quand même qu'il sache que ce n'est pas seulement à l'opposition de le faire, c'est la société civile camerounaise n'est pas suffisamment active. Parce que au-delà des positions partisanes, il faut quand même la société civile qui joue un rôle médiane, c'est-à-dire d'éducateur, de formateur des masses. Vous mettez les médias aussi dans la société civile. Oui, bien entendu. Vous voyez que nous bien entendu. Donc, ce n'est pas que, effectivement, quand nous parlions on parlait des sous-préfets tout à l'heure, c'est le sous-préfet qui martyrise mieux les militants de l'opposition dans sa circonscription. Il va rester là, on va pas l'enlever malgré sa retraite arrivée. On va le garder parce qu'on sait que il n'a jamais signé une autorisation de manifestation. Voilà les bons sous-préfets. Donc, il peut atteindre l'âge de départ en retraite. On l'enlèvera pas parce qu'on sait qu'il est capable de faire ce travail. Donc, c'est un peu tout ça. On trouvera qu'il a rendu des services. Il a rendu des services à la nation, effectivement. De toutes les façons, c'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant ce que certains peuvent appeler une sorte de crise de mise à la retraite au Cameroun. On continuera à suivre avec grand intérêt la suite de cette affaire du côté de l'université de Ngaoundéré. Nous en sommes persuadés que cette affaire n'a pas encore livré tous ses secrets. Une autre transition.
Bon retour sur votre plateau de libre expression de ce dimanche. Nous sommes justement le dimanche 12 mars 2023. C'est jour d'élection sénatoriale au Cameroun. Nous vous le disions. Ils seront 70 à être élus et 30 à être nommés par le chef de l'État. Ce qui fera 100 sénateurs pour le cas justement du Cameroun. À côté de cette élection sénatoriale qui se tient donc ce jour, nous avons voulu pousser la réflexion un peu plus loin pour comprendre quelle était l'utilité et surtout l'importance de cette chambre haute du Parlement camerounais. Je recommence par le professeur Msanga Obama. Professeur, nous partons là pour une 3e mandature. La première élection sénatoriale avait eu lieu en 2013, la deuxième en 2018. Cette fois-ci, nous sommes en 2023. Pour vous, le Sénat, à l'heure où il est, a joué efficacement son rôle, le Sénat au Cameroun? Alors, vous demandez si le Sénat a joué efficacement son rôle, il faut d'abord être capable de suivre ce rôle. Le rôle du Sénat, c'est que, il représente les collectivités territoriales décentralisées, les communes et les régions, et puis il adopte les lois, il peut proposer des amendements à ces lois. Bien, je ne sais pas s'il y a autre chose. Il contrôle l'action. Il contrôle l'action du gouvernement collégialement avec la Chambre basse. Alors, lorsqu'on regarde notre pays fonctionner, je ne sais pas, efficacement, les amendements à des lois, les juristes sont là, ils peuvent savoir combien de lois ont été amendées. Je sais que beaucoup de lois ont fait des débats houleux à l'Assemblée, bien moins encore au Sénat. Mais au finish, elles ont été adoptées dans leur forme initiale. Est-ce que le travail a été fait avec efficacité? Je ne sais pas. Bon, deuxième chose, le contrôle de l'action gouvernementale au moment où de plus en plus on parle de scandales qui sont en suspens et chaque fois des sessions arrivent et passent. Je ne sais pas à quel niveau ce contrôle est effectué et qu'est-ce qu'il en est. Parce que après le contrôle, qu'est-ce qu'il advient? Est-ce qu'il faut dire que ça a joué efficacement son rôle? J'ai des doutes, des hésitations. En réalité, je suis plus poussé à dire non. Mais comme je n'ai pas tous les éléments, je préfère m'en tenir. Pourquoi vous dites non alors qu'on n'avait pas tous les éléments? Je viens de vous dire justement ce que moi je peux observer de l'extérieur et qui est un peu de globalité, de généralité. Ce sont ces généralités-là que je peux voir. Et si je m'en tiens à ces généralités, parce qu'on va me dire que non, il y a des subtilités plus profondes que vous ne voyez pas. Mais moi, ce que je vois me pousse à dire non. Donc, à ce niveau, je ne suis pas sûr que ce rôle ait été joué à fond. J'ai cité les éléments tout à l'heure, j'ai dit pourquoi est-ce que je suis dubitatif sur cette action. Bon, mais maintenant, est-ce que ça son vrai rôle? Est-ce que c'était le vrai rôle de cette deuxième chambre de faire ce que nous avons cité? Vous soupçonnez Je soupçonne un autre rôle. Avait un autre rôle? Oui, je soupçonne que la Chambre avait un autre rôle. C'est celui de la récompense politique. Parce que, je l'ai dit, nous sommes dans un... Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de reconnaissance au niveau de la loi fondamentale? Non, vous parlez de la loi fondamentale. Nous avons dit que si vous regardez la loi telle qu'elle est écrite, il y a beaucoup de choses qui sont en rupture. Nous venons d'évoquer tout un pan de la loi qui est en contradiction avec ce qui est écrit. Par exemple, au départ à la retraite, si on s'en tient seulement au texte, on ne devrait pas poser le problème de départ à la retraite. Mais j'ai dit la loi est là. Mais l'application relève des acteurs qui sont chargés de l'appliquer. Merci. Alors, mon soupçon, donc, j'ai dit que mon soupçon, c'est que... On va me revenir sur ton lourd soupçon. Ok. Bon. Rassurez-vous, professeur. D'accord. Bon, Emmanuel Ateba, le Sénat, justement, est en train de se remettre en place. Pour parler quand même des faits, nous avons un Sénat qui est lourdement vieillissant. Je parle de l'âge de nos sénateurs. Alors, une telle configuration permettrait-elle d'avoir un travail efficace?
savez, parfait, il n'y a pas que le Sénat qui est vieillissant au Cameroun, tout est vieillissant au Cameroun. Tout. Tout. Aujourd'hui, nous si on parlons du compte les Sénat. principales institutions camerounaises, toutes sont ultra vieillissantes. Donc il n'y a pas que le Sénat. Le Sénat est juste conforme à l'esprit de gérontocratique. Oui, donc c'est pas l'exclusivité. Alors, pour revenir à votre question proprement dite, je crois que si vous sortez avec votre micro là, en route là, Oui. vous posez la question aux Camerounais, quel événement s'est déroulé au Cameroun politique aujourd'hui, je parie que à peine 10% vous parleront de l'élection sénatoriale, parce qu'en réalité, ça ne représente rien. Les Camerounais n'en savent pas grand-chose. Le Sénat n'a rien apporté au C'est Cameroun. quand même la chambre haute de notre Alors, si nous Parlement. revenons sur le rôle du Sénat, Oui. qui est la représentation des collectivités décentralisées, et tout le reste, comme l'a cité, voyez-vous, jusqu'à ce jour, si nous considérons que les collectivités sont la base du développement, c'est-à-dire que le développement part d'en bas vers le haut. Et jusqu'à ce jour, on n'a pas vu le Sénat se plaindre. C'est-à-dire, on a vu les maires et autres se plaindre du transfert des compétences et des fonds qui devaient leur être alloués pour l'exercice de leur de mandat. Mais on n'a jamais entendu le Sénat, qui est supposé être leur représentation, répercuter ses revendications. Jamais. Alors, il sert à quoi le Sénat? Et comme il disait, le Sénat, c'était parce qu'il ne sait vraiment pas à quoi le Sénat sert. Ça servait juste à récompenser les amis, parce qu'il fallait donner un peu à tout le monde. Il fallait que chacun ait un peu sa part. Ça ne sont comme soupçon. Non, c'est la réalité, la triste réalité. Que le président de la Parce que, République, vous voyez, oui. si le Sénat représentait vraiment quelque chose, si on regarde la nomenclature, c'est-à-dire que le Sénat devait être l'aboutissement du processus de décentralisation, c'est-à-dire on commençait par les collectivités, les régions et le Sénat. Mais le Sénat a été avant les régions. Ça veut dire qu'il fallait rapidement trouver quelque chose pour certains amis qu'on ne pouvait pas, et on a donc créé le Sénat. C'est-à-dire, c'est quand même depuis 1996 que la loi sur a été votée. On a attendu combien d'années pour mettre ça en place. Donc, en réalité, vraiment, je ne vois pas aucun Camerounais, sauf si je me trompe, j'exagère peut-être, mais j'ai pris le cas. C'est-à-dire que si le Sénat est vraiment la représentation des collectivités décentralisées, l'a-t-on entendu un jour revendiquer, exiger qu'on transfère les fonds aux collectivités? Jamais. Et qui va donc parler au nom des collectivités si le Sénat ne le fait pas? Donc, malheureusement, vous savez que c'est le triste constat, le Sénat ne sert à rien, il ne sert, vous avez suivi tout à l'heure, tout récemment, vous avez lu dans les réseaux sociaux, le secrétaire général du Sénat qui s'est soigné en France, qui écrivait au président du Sénat d'affréter un avion pour qu'il vienne assister aux travaux, pour qu'il rentre au pays afin qu'il puisse assister aux travaux. Vous imaginez, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que le secrétaire du Sénat demande qu'on affrète un avion pour lui parce qu'il ne peut pas prendre, c'est pas moi, Air France, et avec toutes les personnes qui l'ont accompagné. Et même il a demandé des frais, il a demandé de payer pour son SP, son fils, de payer des frais pour qu'il vienne assister aux travaux de la session en cours. Vous comprenez donc que ça n'a rien à voir. C'est le Sénat vraiment, c'est un truc qu'on a créé pour récompenser des amis, pour donner la part de chacun, comme on dit. Merci beaucoup. Nous disions tout à l'heure que nous avons eu le premier Sénat en 2013, le deuxième en 2018. Cette fois-ci, nous allons pour une troisième mandature. Pouvons-nous faire un bilan de cette institution que nous avons eu à mettre sur pied au Cameroun, Pierre Blériot-Niamek? Oui, nous pouvons faire un bilan. Lorsque vous questionnez l'efficacité ou la pertinence du Sénat, il faut les questionner à l'aune de la perception de celui qui les a créés. J'utilise bien le verbe créer. Et dans son sens originel, c'est-à-dire faire apparaître à partir de rien. Ces institutions ont été créées. Je crois que si le système actuel n'avait pas trouvé qu'il y avait une assemblée nationale, on ne l'appelait pas assemblée nationale à l'époque, mais il y avait quelque chose qui jouait ce rôle,
le président actuel se serait bien passé aussi de l'Assemblée nationale pendant beaucoup d'années, que rien n'aurait changé. Le Sénat permet que des termes juridiques soient déployés. Il y a un terme juridique qu'on appelle la navette parlementaire. Ouais. On ne réussissait pas, quand on avait seulement la chambre basse, à utiliser ce terme. C'est-à-dire que les courriers ne montaient pas, les propositions de loi ne montaient pas vers la chambre haute et redescendaient. C'est ça la navette parlementaire. Tout à fait. Sans le Sénat, il n'y avait pas ça. Heureusement, le Sénat permet aujourd'hui qu'il y ait la navette parlementaire. C'est-à-dire que quand ça arrive, ça va, ça revient. Et c'est une démonstration de ce que les institutions fonctionnent à merveille. Tout à fait. Donc le Sénat permet qu'il y ait la navette parlementaire. Si le Sénat a été créé pour les collectivités, enfin si les collectivités locales pensent que le Sénat a été créé pour elles, je crois qu'elles se trompent lourdement. Le Sénat, dans sa fonctionnalité normale, devrait défendre ces collectivités territoriales décentralisées. Mais dans sa réalité, dans sa practice, lorsque vous êtes nommé, parce qu'il faut dire que nous avons... vous avez dit combien de sénateurs nommés? 30 par le chef de l'État. Et les autres, ils sont comment? Ils sont élus. Bon, permettez-moi de dire que lorsque nous avons plus de 70 sénateurs nommés... non, plus de 70 ne sont pas nommés. 70 sont élus, 30 nommés. 30 Voilà. nommés sur 100. Je suis sûr que si vous me suivez, vous... Non, D'accord, Sur votre droit. lorsque vous avez donc autant de sénateurs nommés, parce que chaque fois que vous devez votre élection à une désignation, est-ce que vous êtes différent de celui qui a été nommé? Non. C'est-à-dire on désigne quelqu'un, c'est pas les communautés territoriales décentralisées qui disent que nous ne voulons pas faire ici comme sénateur de la Meufouakono. Non. Oui. Il y a un parti qui a anesthésié tous les autres, qui est tout puissant, qui souffre d'obésité politique et de toutes les autres maladies liées au surpoids, qui impose des sénateurs. Vous allez en compétition aujourd'hui, faut-il le rappeler, pour discuter 21% de l'électorat. Étant donné que le RDPC a déjà 30% de l'électorat sénatorial, Ouais. pour avoir la majorité absolue, il lui faut seulement parti au pouvoir, parti État, parti tout ce que... Il lui faut 21 contre une opposition inexistante. Et dans les calculs que j'ai fait avant d'arriver ici, le RDPC contrôle au niveau des communautés, Les collectivités. des collectivités et autres, contrôle 87% des collectivités. Donc il est parti pour le combat sur 21%, avec la possibilité d'avoir 63%. Quand vous faites 63% plus 30%, le RDPC est parti pour avoir 93%. C'est pour cela que l'opposition ne peut avoir, selon ces statistiques, que 7% des sénateurs. Dans un pays où l'opposition accompagne donc, très amicalement, un parti qui... Voilà les chiffres, hein, et vous verrez parfois ici, nous serons là toute la semaine. Il n'y aura pas plus de 7 sénateurs de l'opposition. Et même, s'il fallait voir comment les 7 là viendraient à l'existence. Lorsque vous avez dans un tel Sénat, vous voulez que ces sénateurs aillent s'opposer à la Chambre haute, à celui qui a eu la bonté, la magnificence de les nommer, La magnanimité. de les nommer, cela n'est pas normal. Je crois que nous avons parlé d'obéissance, nous avons même parlé d'obséquiosité ici. Et puis lorsque vous êtes déjà à la retraite, que nous avons combattu ici comme étant une mauvaise chose que d'aller à la retraite, quelqu'un vous récupère de la retraite et vient vous donner un poste de sénateur avec tout ce que cela mérite, accompagne comme privilège. Et au lieu d'aller brouter comme la chèvre doit brouter là où elle est attachée, vous allez bouder. Faites attention entre brouter et bouder. Donc, ils n'ont aucune raison d'aller bouder. Ils vont donc être obséquieux. Si vous enlevez le Sénat, vous enlevez l'Assemblée nationale, vous enlevez le Conseil économique et social, l'État du Cameroun va toujours fonctionner comme il fonctionne actuellement. Si vous réduisez de moitié le nombre de ministres, l'État fonctionnera toujours comme il fonctionne actuellement. Vous pouvez même seulement laisser 4 ou 5 ministres. D'ailleurs, le chef lui-même l'avait confié à quelqu'un. Et puis le reste, vous laissez des secrétaires d'État et puis autres. Ça va fonctionner.
Ce n'est pas un système de compétitivité que nous avons mis sur pied. Nous n'attendons pas des sénateurs qui produisent. Ailleurs, parfois, ici, les lois portent les noms des sénateurs et des parlementaires en général. Au Cameroun, parfois, ici, vous êtes sénateur, tentez d'initier une loi qui porterait votre nom. C'est atteindre à la divinité de certaines personnes. Ouais. Oh là là, la divinité de certaines personnes. Le mot est fort. Alors, professeur Msanga Obama, si je m'en tiens à ce qui est martelé sur ce plateau, nous avons la nette impression que tous en cœur, vous pensez que le Sénat ne sert à rien pour le cas du Cameroun. Le Sénat est d'ailleurs budgétivore puisque ces sénateurs ont quand même un salaire conséquent, des avantages. Et ça, c'est le moindre problème, le salaire. La fonction. J'ai pas des avantages liés à la fonction et tout ce qui va avec. Alors, je voudrais rappeler que le Sénégal avait un Sénat. Le Sénégal l'a aboli, l'a supprimé. Et le président sénégalais est venu à la charge, je pense il y a quelques semaines, pour faire comprendre ce que le Sénat prenait pour le compte du gouvernement, le budget sénégalais. Et avec cet argent, il a fait comprendre qu'il a construit une université et une autre structure dont j'oublie le nom. Et le Sénégal n'est pas tombé. Et le Sénégal n'est pas tombé. Est-ce que le Cameroun peut copier ce bel exemple? Alors, moi je voudrais m'opposer à ce qu'a dit M. Nyamek en disant que le président a créé le Sénat. Je dis non, il a appliqué. Regardez le contexte d'émergence du Sénat au Cameroun. C'est la même période où le Sénat émerge presque partout en Afrique noire. C'est une mode. Bon, alors, les modes, il faut toujours demander comment elles surviennent, comment les modes en arrivent, comment est-ce qu'il nous arrive tous de penser la même chose au même moment. Et c'est pour ça que moi je rentre toujours sur l'élément structurant. Et pour ça que je dis que tant qu'on est dans la logique de la prescription des choses, nous ne les faisons pas pour nous-mêmes, nous les faisons pour qu'elles soient comme nous avons tous observé ici. Est-ce qu'il y avait un problème qui se posait dans notre Parlement lorsqu'il était unicaméral, qui faisait qu'il y ait absolument nécessité de créer une deuxième chambre? J'en doute. Est-ce que la loi fondamentale, la Constitution... Non, la loi, c'est nous qui l'avons créée, c'est nous qui avons fait la loi, mais qu'est-ce qui nous a poussé à mettre ça dans la loi? Ça commençait à perdurer et les attentes étaient déjà longues. Les attentes, oui, mais ça, vous voulez parler à partir de 96. Vous voulez parler à partir de 96, mais avant 96, il y avait quel problème dans le Parlement camerounais? Mais avant 96, si on avait aussi enlevé le Parlement, il n'y aurait pas eu de problème. Nous sommes exactement, vous dites exactement ce que je suis en train de dire. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de nécessité, et nous voulons quand même appliquer quelque chose qui n'est pas nécessaire, il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous avons ça? Est-ce que nous avons vraiment une nécessité d'avoir un gouvernement pléthorique comme celui que nous avons? Celui qui fait le gouvernement en trouve la pertinence. Justement, elle est là, elle est pertinente, elle est politiquement pertinente. C'est-à-dire, la taille du gouvernement est politiquement pertinente. Les deux chambres du Parlement sont aussi politiquement pertinentes dans cette logique. Parce que ça permet donc aux managers d'avoir des leviers pour compenser, on a dit, les gens qui ont sauvé la République, qui ont sauvé le pays, comme ils sont nombreux et que leurs descendants deviennent aussi de plus en plus nombreux, comment les caser? Vous avez posé le problème de l'âge. Qui va généralement au Sénat? C'est-à-dire, quand vous regardez, c'est les retraités qui vont au Sénat. C'est-à-dire que ça devient un sanatorium dans lequel on loge tous les... excusez que je le dise comme ça, là, c'est-à-dire des gens qui ne peuvent plus servir là où il y a la compétition physique et tout le reste là. Bon, on va les caser là-bas. Ça devient ça et ça garantit la tranquillité de cette génération-là pour que le pays fonctionne. Donc, n'attendez pas le Sénat sur le fonctionnement institutionnel du pays. N'attendez pas le Sénat sur ses missions officielles. C'est sérieusement grave, professeur, que nous n'attendions pas le Sénat sur le fonctionnement des institutions, sur ses missions fondamentales. Mais si on n'attend non rien d'une structure comme celle-là, pourquoi on devrait continuer à l'admettre? Pourquoi vous voulez attendre? Est-ce que c'est vous qui l'avez créé? C'est-à-dire, à partir du moment où vous n'êtes pas à la base, à l'initiative d'une chose. C'est pas nous qui l'avons créé. Non, c'est pas vous. Les citoyens, les citoyens n'ont aucun mot à dire là-dedans.
Parfait ici. Y a-t-il eu un référendum dans lequel les Camerounais ont dit nous voulons... Professeur, Oui. parfait ici. Oui. Regardez les noms de la plupart des femmes candidates au sénatorial du parti au pouvoir. Leurs maris sont au gouvernement pour la plupart. Vous avez observé ça? Donc le Sénat est une affaire du gouvernement. Non, c'est-à-dire que le mari est au gouvernement, La femme est la femme est sénatrice. sénatrice. C'est Et le pays se porte très bien. Oui. Et j'ai dit, d'ailleurs, le gouvernement lui-même. Moi, j'ai dit dans un de mes articles que le Cameroun a réussi à créer un système particulier au monde. C'est-à-dire où on n'a même pas de gouvernement, on n'a que des parlements. Parce que même le gouvernement est un parlement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les ministres sont des représentants des collectivités territoriales. C'est-à-dire que... oui, c'est-à-dire qu'on nomme, on demande est-ce que tel département a son ministre, est-ce que tel. Donc, à partir du moment où Bah, c'est vrai les ministres sont des je représentants... n'ai jamais vu là, on a fait ce genre de sondage, ce genre de demande. Non, voyez vous-même, lorsque un département, encore qu'il n'y en a plus, je ne sais pas s'il y en a vraiment, qui n'est plus de ministre aujourd'hui, si ça arrive, ça devient un motif politique de revendication. Nous n'avons pas de ministre dans notre contrée, nous n'avons pas de ministre. C'est-à-dire que le ministre n'est plus ce haut commis de l'État servant toute la nation, mais un représentant d'une collectivité territoriale donnée. À partir de cet instant, monsieur Mekla dit, à une époque, il y avait des régions entières qui n'avaient pas de ministre, et le pays s'en portait pas mal. Hein, le pays fonctionnait. Mais pourquoi aujourd'hui veut-on... Il y a même des arrondissements qui, à un moment donné, avaient à eux un seul arrondissement 5 ministres. Vous voulez par exemple des oreilles télé? Vous en avez trouvé un. Bon, alors, je veux dire que, mais qu'est-ce que ça a apporté à cet arrondissement particulier? Rien. Mais donc, le problème n'est plus dans le service que institutionnellement les institutions peuvent rendre, mais dans la fonctionnalité politique, c'est-à-dire que ça permet de décongestionner les tensions politiques, sociales, et ça permet de régler un certain nombre de crises, mais en même temps que ça en crée d'autres, hein, parce que pendant qu'on pense qu'on règle ici, on en crée d'autres. Donc la fonctionnalité de notre Sénat est une fonctionnalité politicienne qui permet de résoudre les problèmes de placement des amis, des sauveurs. Je prends l'expression de M. Niamey. Les sauveurs de la République. Les sauveurs de la République. Merci beaucoup. Emmanuel Ateba, c'est vrai que vous leviez déjà le doigt tout à l'heure. Vous direz ce que vous voulez relever, mais moi je reviens quand même sur ce pourcentage qui met sur pied le Sénat au Cameroun. 70 sont élus, 30 sont nommés par le chef de l'État. Est-ce que c'est démocratique cette affaire? Oui, avant de répondre à ta question, j'ai quand même revenir. Allez-y. C'est-à-dire que la genèse, la création du Sénat, qui est le résultat d'un consensus national issu de la tripartite, à l'issue de laquelle M. Biya, c'est-à-dire que face à ceux qui demandaient le fédéralisme, a proposé la décentralisation, dont le Sénat fait donc partie des éléments constitutifs d'un système décentralisé, c'est-à-dire qu'avec des régions et autres. Donc, à l'origine, c'est ça qu'il s'agit. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, avec M. Paul Biya, il a souvent dit les choses, rien n'est jamais, tout est définitivement provisoire. C'est-à-dire que les choses ne sont pas faites pour un objectif précis, c'est-à-dire que avec un objectif bien précis en termes de rendement, en termes d'efficacité, c'est-à-dire que les institutions sont faites pour servir ses intérêts, pour le servir lui, pas pour servir la République. Vous voyez, il a pris tout le temps qu'il a pris pour le faire, mais il a fallu que passer le temps qu'il maîtrise le SDF qui représentait une menace pour lui à une époque. Il a pu jongler le temps de tuer le SDF et puis la menace. Peut-être aussi que le SDF s'est laissé tuer. Voilà. Et maintenant, quand il a ressenti la menace revenir, il a lancé justement les sénatoriales et autres pour essayer de trouver un instrument de redistribution, parce que c'est de ça qu'il utilise ça à ses fins personnelles. Ce n'est pas, ça n'a pas, il n'y a pas de résultat attendu.
il n'y a pas de résultat attendu. Donc, c'est quelque chose qui est créé. Donc, en fait, ces instruments qui lui servent pour sa politique de contrôle, de maîtrise du pouvoir. Et ça revient donc à la question que tu viens de poser relative au pourcentage. Parce qu'il faut toujours qu'il contrôle quelque chose. Vous allez voir dans ces nominations, il pourra même nommer des sénateurs de l'opposition. Dans ce Sénat. Pour montrer juste. Enfin, des partis de proposition. Vous voyez? D'opposition. Vous voyez? Il est pas possible de voir les membres du MRC être malheureusement, ça ne peut pas arriver. Mais comment ça? Non, ça ne peut pas arriver. Mais si jamais il nommait quelques-uns de tes camarades, pourquoi pas vous-même? Vous allez refuser l'offre? Oui, nous allons refuser. Pourquoi? Ça ne peut pas arriver, non. C'est une manière pour vous de vous tendre la main et de servir. Non, on ne serait pas... Avec nous-mêmes, on ne serait pas courant. On ne peut pas accepter. Le MRC ne peut pas accepter une nomination au Sénat, c'est pas possible. Donc ça ne peut pas passer. Donc, voyez-vous, c'est dans cette... Et une nomination comme ministre, ça peut passer? Une nomination comme ministre? Oui. Tout dépend du contexte de l'environnement, des objectifs. Là, vous commencez à philosopher. Non, écoute, je dis ceci. Je peux le dire aujourd'hui, là, dans la situation où le Cameroun se trouve actuellement. C'est-à-dire que, à la croisée de chemin, que les Camerounais s'asseyent et disent qu'il faut qu'on refonde notre nation. Et que, pour y arriver, on peut faire un gouvernement d'union nationale pour préparer la transition. Le MRC sert la patrie. Dans ces conditions, il peut. Mais pas que la magnanimité, que non, ça ne c'est pas possible. Donc, c'est pour dire que les 30% rentrent dans la logique parce qu'il, monsieur Biya, et même, ça lui servait même à rien parce qu'il aurait pu avoir toujours les 100% comme Blaireau le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que sur les nominations des autres. Voyez-vous, est-ce que vous observez, pour être électeur, il faut être éligible. Alors, comment est-il possible que les candidats au Sénat ne sortent pas des rangs des conseillers municipaux ou bien des conseillers régionaux? Les gens seront élus alors qu'ils ne peuvent pas se voter eux-mêmes. Est-ce que vous voyez une absurdité? Bon, c'est peut-être la constitution camerounaise qui le prévoit. Non, mais c'est une absurdité. On ne peut pas être électeur. On ne peut pas être éligible. Il l'a voulu. Non, enfin, c'est une norme de droit. On ne peut pas être éligible sans être électeur. Donc, ça rentre dans le contrôle parce qu'il va désigner d'abord les 70, puisque c'est lui qui désigne qui sera candidat. Après, il va nommer les 30 autres qu'il pourra piquer chez quelques... Y compris dans le MRC. Parce qu'on a déjà vu ça à l'UNDP. Hein. Oui, non. Même sans vous consulter, on peut nommer... Non, mais je peux vous assurer que... Il y a des camarades qui peuvent faire défection, monsieur. Oui, c'est possible. Chez vous, il y a des gens qui sont là d'attendre. Oui, bon, s'ils sont nommés, enfin, une fois que ceux-là sont nommés, ils ne sont plus militants du MRC naturellement. Là, c'est votre problème. Ils peuvent même emporter une partie de militants. Ils auront déjà une certaine base financière, une certaine surface financière. Donc, pour dire... tout ça rentre dans le souci de contrôle, du contrôle absolu. Très bien. De la situation. Donc, monsieur Biya est le maître absolu. Absolu. Donc, il est même prudent parce qu'il s'est dit, les 70 là, je préfère prendre 30 pour moi. On ne sait jamais. Mais sachant qu'il maîtrise... Il s'entoure de toutes les garanties. Toutes les garanties. Pierre Bleriot-Niamek, le Sénat, l'élection sénatoriale se tient encore dans un contexte tout particulier. C'est celui où la crise au Nozo n'a pas encore dit son dernier mot. À votre avis, une élection dans ces conditions-là, au nord-ouest et au sud-ouest, comment est-ce qu'elle peut être véritablement possible et démocratique? La démocratie consisterait à faire participer le plus grand nombre. Mais vous savez que l'élection sénatoriale est une élection indirecte. Tout à fait. Voilà, le collège électoral est constitué par ceux que vous connaissez. C'est pas une Ils peuvent se réunir tous à Bamenda et à Douala, pourquoi pas? Même hors de là-bas. Oui, on n'a pas dit que les bureaux électoraux doivent séjourner sur... Non, c'est des raisons d'État. Non, à la vérité, pour être sérieux, on ne peut pas produire dans ces zones spécifiques des sénateurs qui soient représentants des collectivités locales décentralisées.
Encore que même ceux qui sont là-bas aujourd'hui, votés à ces postes-là, ils ne renvoient pas l'image d'un certain sérieux. À qui profite le crime, dirons-nous, finalement? Le SDF a cédé ses parts du marché depuis longtemps. Parce que nous savions que le NOZO, au moins, était contrôlé par le SDF, qui aujourd'hui a cédé ses parts du marché. Est-ce que c'est le SDF qui a cédé? Une crise est née. C'est sévère, hein? Et le SDF ne fait que subir la crise au niveau de l'FIF. Le SDF n'avait pas intérêt à céder justement ses parts de marché. Même avant la crise. Parfait, ici, oui. Je dis que le SDF a cédé ses parts de marché. Expliquez-vous. Le SDF n'a pas joué le rôle qu'il devait jouer dans le NOZO. C'est le SDF qui devait bloquer la guerre au NOZO? Non, ils n'ont pas besoin de... On a même parfois enlevé le chairman lui-même. Cela signifie qu'il constitue une menace. Heureusement qu'il est un homme divin. On l'a enlevé, il est toujours revenu. Ça peut arriver, chacun sa chance. Voilà, à chacun sa chance. Donc, lui, il est tellement chanceux dans ses enlèvements qu'il revient toujours. Non. Je dis, le SDF a cédé ses parts de marché. Aujourd'hui, le boulevard est ouvert au RDPC, qui va encore se faire le sénateur du NOZO. Mais il saura faire des compensations, moi je pense. Mais pour les populations, il faudra encore attendre. Il faudra encore attendre parce que je continue de condamner notre niveau de conscience sociale. Laissons les gens du NOZO. Partout ailleurs, si on vous demande de citer les sénateurs de la région du centre, parfait, ici, même moi qui suis un homme de culture, je ne peux pas les citer. Pourquoi? Parce que vous passez 5 ans, vous n'entendez pas le mouvement de ces sénateurs. Vous ne voyez pas les actions. On va garder des noms qui encombrent le cerveau. Parce qu'en fait, vous gardez un nom. Moi, quand j'ai fait philosophie, je garde les noms des philosophes parce qu'ils m'enseignent des choses. Mais moi, je ne vais pas garder les noms des gens qui n'impactent pas la vie de leur communauté. Vous me demandez de citer leurs noms, je ne pourrais pas. Plus jeune, je réussissais même à l'époque à citer les noms de tous les préfets. C'est-à-dire que quand on avait nommé les préfets, je pouvais citer les noms des sous-préfets. Aujourd'hui, nous avons l'impression qu'on a reculé. Lorsque vous étiez un parlementaire, vous deviez être connu de toute la zone. Quel est le sénateur qui couvre cette zone où nous sommes? Quel est le sénateur qui couvre cette zone? C'était le sénateur Essomba Tchongi. Jusqu'apparemment, il n'a plus eu la confiance. Une fois élu, ils sont sénateurs de la République. C'était non, ils ne sont pas sénateurs. Ils relèvent d'un secteur, mais quand ils sont... Non, les sénateurs ne sont pas... Ils ne sont pas les sénateurs de la République. Les sénateurs sont les représentants des collectivités décentralisées. Alors, les députés qui sont députés de la nation. Ce sont les députés qui sont, dit-on, députés de la nation. Ceux-ci doivent travailler en étroite collaboration avec les conseils régionaux. Ils doivent le faire. Est-ce que ceux d'ici ont travaillé avec le conseil régional du centre? C'est vrai qu'on peut comprendre ça différemment. Hein. C'est-à-dire qu'une collectivité territoriale décentralisée peut être l'objet d'intérêt d'un sénateur, quel qu'il soit, ou qu'elle soit. Et il sera toujours représentant. Professeur, un sénateur du centre ne peut pas se déployer ailleurs que dans la région du centre. Ok. Il ne peut pas se déployer ailleurs que dans la région du centre. Merci, je l'apprends de vous. Mais il ne peut pas se déployer ailleurs que dans la région du centre, puisqu'il impacte directement sur le conseil régional. Un sénateur du centre qui se retrouverait à l'ouest, peut-être en balade. Lorsqu'il doit examiner les lois. Non, là maintenant, c'est au niveau de la coordination nationale, mais je parle de leur action. Je parle de leur action. Les sénateurs ont la mission de prendre les revendications à ce niveau-là. Et lorsqu'ils sont au niveau du Parlement, d'ailleurs au niveau du Sénat, ils doivent revendiquer en fonction de leur communauté d'origine. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe à la vérité parfois ici? C'est que nos parlementaires qui doivent défendre les communautés, défendent les partis. Vous voyez la problématique. Quand on est député même, on n'est pas député du RDPC. On n'est pas député du PCRN. On est député de la nation. Et on est nommé, on est voté par une communauté. Si cette communauté, vous dites par exemple, on a un problème avec Eneo, des gens appellent Enéan, on a un problème avec Kamwata et autres. Comment les parlementaires peuvent se taire simplement parce qu'ils veulent être proposés aux prochaines élections? C'est-à-dire que vous n'entendez pas qu'il y a une commission parlementaire qui a été mise sur pied pour
contrôler Eneo, pour contrôler Kamwata, des choses de Mais il faut quand même relever, Pierre Blériot, qu'on a quand même eu une sortie, hein, d'un député, d'une oui, la doyenne d'âge. Oui, vraiment, doyenne. Régulièrement, nous ne suivons pas ce genre de discours à l'Assemblée nationale. Madame le député a clairement dit que le Cameroun est devenu un pays de scandale. Non, vous savez, comme tout le monde, j'ai été fasciné par cette sortie au début. Oui. Mais moi, je me débarrasse très vite des émotions. Je me débarrasse très vite des émotions. Parce que cette doyenne-là n'a jamais pris la parole en cours des débats pour contrarier les ministres. Cette fois-ci, l'occasion lui a été offerte et elle en a saisi. On est sur les réseaux sociaux. Entre-temps, madame le député Blériot parlait devant le staff gouvernemental. Non, une nouvelle actualité chasse une ancienne. Je crois qu'il était question de ça. Elle a fait un beau discours. Mais nous allons au-delà des discours. Et vous voyez que nous félicitons. Blériot, est-ce qu'on commence quand même par la parole? Non, pas fait. On commence d'abord par condamner verbalement. Permettez que je vous prenne un fait qui est devenu trivial. Dans les quartiers, on coupe la lumière pendant 3 jours. Et lorsque la lumière revient, qu'est-ce que c'est? Écrit. C'est-à-dire que nous avons intégré la mortification. De sorte que les choses primaires, lorsqu'elles se font, elles nous émeuvent. C'est-à-dire quand la lumière revient, on est content. Ça crie dans tout le quartier, les parents, les enfants. Non. Merci. On ne peut pas passer 5 ans à ne rien faire et lors d'un discours qui va durer quelques 20 minutes, on émeut les Camerounais. Merci beaucoup. C'est ce qu'il fallait dire globalement ce matin concernant justement l'aspect ayant trait à cette élection sénatoriale qui se tient justement aujourd'hui au Cameroun. Nous aurons plus de précisions ce soir dans le cadre justement de notre journal bilingue. La température au niveau, par exemple, du nord-ouest et du sud-ouest. Et nous prenons la dernière ligne droite de ce programme. Bon retour sur ce plateau pour justement aborder le fait majeur de la semaine. Il faut dire que les images sont devenues virales au niveau de la toile. Il s'agit de cette jeune dame qui a décidé de se mettre à poil le jour de la journée internationale des femmes. C'était le 8 mars dernier à Yaoundé au Cameroun. On n'arrive pas à comprendre jusque-là ce qui est arrivé à la jeune dame en question. À côté de cette jeune dame, il faut aussi souligner que notre homme a également copié le bel exemple de la dame. C'était, je pense, hier, du côté de Garoua. Il a aussi décidé de se mettre à nu et commencer à défiler comme cela sur les artères de Garoua. Qu'est-ce qui se passe finalement avec ces jeunes dames et ces hommes qui se mettent à poil et marcher comme cela en pleine ville? Je passe d'abord la parole, et ça tombe bien, vous qui êtes anthropologue, professeur, comment vous expliquez ce phénomène? Oui, c'est un phénomène de culture. C'est pas le premier cas. Je crois qu'on est même déjà coutumier de ce Je voudrais avoir peut-être les images, mais peut-être floquées, si on peut avoir les images floquées pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Si on ne peut pas les floquer, ne les mettez pas. Allons-y, professeur. Bon, alors, Yaoundé, on en a connu qu'il y a une qui a marché le long de la route de Mvombila, partie de la poste centrale qui a fait le Douala, une qui s'est baignée à la douche. Il y en a. Les cas font les gens. Alors, lorsque vous écoutez les uns et les autres, on va vous dire c'est des gens qui ont des problèmes mentaux. C'est l'explication la plus rationnelle qui rend intelligent ceux qui ont ce discours. Mais nous savons que nous, au niveau de nos croyances, nous avons opéré une grande mutation par rapport à nos croyances ancestrales. Nous avons opéré des sauts vers l'autre, vers l'étranger, permettez de le dire comme ça, et la rencontre n'est pas toujours heureuse. Et ce phénomène, il est devenu ancien au Cameroun. On sait que des gens dans des milieux de croyances, peu importe les noms, ont des comportements plus ou moins... Qu'est-ce que vous appelez les milieux de croyance? Quand je dis croyance, à partir du moment où vous affectez votre raison sur quelque chose d'irrationnel,
entre guillemets, nous rentrons dans les croyances, c'est-à-dire Dieu, les ancêtres, tout ce que vous pouvez imaginer qui n'est pas de l'ordre du palpable, du visible. Vous êtes dans les croyances. Professeur, peut-être vous êtes en train d'arrondir les bords. Moi, je voudrais vous dire ce que les gens relèvent par rapport à ces cas. On fait comprendre que ce sont des personnes qui appartiennent par moment à des loges bizarres. C'est ça, vous appelez... Non, le problème, c'est que vous ne voulez pas... Mais il n'y a pas que... Les... Oui, ça... Vous êtes trop à l'enfile, là. Oui. Le milieu de croyances. Bon, alors, appelez ça... mais il y a des loges, mais je dis ça va au-delà de celles que... Parce que lorsque vous dites les loges, celles qui viennent très rapidement dans la tête des Camerounais, c'est la franc-maçonnerie et la Rose-Croix. Bien, mais il y a au-delà de cela, j'ai d'autres images en Côte d'Ivoire où les gens évangélisent, Bible à main, nus, comme le faisaient Adam et Ève, disent-ils. Donc vous comprenez que ce n'est pas seulement... donc c'est un phénomène qui est rampant, qui est assez étendu, dans lequel les gens s'engouffrent parce qu'ils sont dans le désespoir. Une fois de plus, on tombe là sur la gouvernance générale. C'est-à-dire que quand les gens n'ont plus de certitude, ils vont vers l'incertitude. Et là, l'incertitude, ils peuvent se mettre face à toute chose. Et la loi... On n'a plus beaucoup de temps. La loi, ici, j'ai parlé de gouvernance parce que la loi devrait même aussi réguler ça parce que la nudité n'est pas... C'est une atteinte à la pudeur. Mais malheureusement, vous n'entendrez pas que ces personnes ont été interpellées par la police. La dame de Douala a même interpellé une fillette là qui s'appelle Fiangang, puisqu'elle a également utilisé sa nudité sur les réseaux sociaux. Bon. Elle par contre avait été interpellée. Libérée, elle est devenue... Elle a été libérée 3 mois plus tard. Elle est devenue star, influenceuse comme on les appelle. Celle de la dernière en date est allée sur une moto tranquillement avec sa nudité. Et un pick-up de police l'a traversé. Voilà. Donc il y a cette indifférence des institutions chargées d'appliquer la loi. Merci. Pose un autre problème plus grave que celui même des gens qui s'exposent. Merci. Emmanuel Ateba, je voudrais d'abord comprendre qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'un beau matin, une jeune dame décide de se mettre, d'enlever tous ses habits et d'arpenter les rues de la capitale. Un autre homme fait la même chose. D'autres évoquent souvent des situations, comme le disait tout à l'heure le professeur, ça peut être des crises mentales. Entre-temps, d'autres plus introduits vous parlent des conditions de certains qui sont entrés dans des phénomènes bizarres sur le plan ésotérique. Vous savez, pour des situations comme celle-là, notamment le cas de cette jeune fille que j'ai vue... Pourquoi estime qu'elle était très jolie Oui, j'aurais vraiment souhaité que ce soit le résultat d'un dysfonctionnement mental, mais les expériences, des choses vécues peuvent quand même laisser interrogateur. Vous savez, nous sommes dans une société où il y a beaucoup de désespérance. Et les gens pensent... la désespérance qui fait en sorte que vous mettez... Les gens cherchent... Oui, les gens cherchent... Ça, il y a et quand vous mettez nu, vous avez de l'argent. Justement. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les gens? Ils sont à la recherche effrénée de la gloire, du succès et même de l'argent. Parce qu'en réalité, dans notre pays, quand vous avez de l'argent, quand vous allez au pouvoir, vous êtes respecté. Et donc, les gens pensent que... Et on ne regarde même... On ne s'est jamais posé la question sur l'origine de l'argent de quelqu'un au Cameroun. C'est-à-dire, une fois que tu as l'argent, ça suffit. Tout le monde te vénère, tout le monde te respecte, tout le monde court après. Tout le monde t'appelle président. Tout le monde t'appelle... Il y a des noms que je ne vais même pas citer ici. Donc, ouais, ces choses-là. Et parfois, à ces gens, on leur dit que c'est par là que sont passées ces personnes-là. Et des esprits faibles. Parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi, c'est des esprits faibles qui se laissent manipuler, qui rentrent dans ces histoires-là. Et malheureusement, vous voyez, le phénomène, il parlait influenceurs. Qui sont les influenceurs au Cameroun? C'est justement ce genre de choses, des filles avec des vergondés, des garçons, des machins, trucs et tout. Et ouais, quand on parle d'influenceurs, c'est quand même une référence. Quelqu'un qui a fait quelque chose de spécial qui devrait marquer les esprits. Mais malheureusement, chez nous, c'est la perversion qui devient un système d'influence. Donc, je suis vraiment... C'est notre société où il n'y a plus de valeur, il y a une inversion de valeur, où les gens, la seule valeur
c'est l'argent, et les gens sont prêts à tout pour en avoir. Très bien. Malheureusement. Pierre Bleriot-Niamec, puisque j'ai poussé la réflexion très loin en préparant cette émission pour comprendre ce phénomène, même si justement le professeur nous rappelle que c'est pas la première fois. Il a d'ailleurs raison. Beaucoup m'ont également fait comprendre que faites attention lorsque vous voyez ces jeunes dames se mettre comme cela toutes nues et commencer à marcher en route, ou bien ces messieurs, vous qui venez, ces nombreux curieux et qui regardent, qui rient, qui filment. Le monsieur me fait comprendre que en le faisant, la jeune dame qui le fait, je vais parler de manière triviale, est en train d'absorber vos énergies. C'est possible? Oui, mais c'est clair, ça se fait comme ça lorsqu'elle sait ce qu'elle fait. Sauf que vous ne perdrez pas grand-chose, vous êtes des foules. En fait, en général, lorsqu'on vous actionne dans les cercles mystiques, on vous envoie commettre un acte qui va provoquer l'émotion des autres. Cette émotion va vous recharger. Plus vous êtes nombreux, plus elle se recharge plus rapidement. Ça, c'est du point de vue de la mystique. Mais au-delà de ça, ça se fait. Donc, vous qui criez, vous qui appréciez, et le vendu qu'il a porté sur la moto, bon, l'a rechargé suffisamment. C'est pour cela qu'il n'est pas bon. Mais vous dites que le vendu qu'il a porté sur la moto, nous avons également eu une autre note venant, je pense, du tuteur de la jeune dame, qui d'abord, condamnait tous ceux qui ont filmé la dame et balancé sa nudité sur la toile. Il estimait que la jeune dame a été atteinte d'une crise et qu'il fallait plutôt la sauver. Il fallait seulement une étoffe pour la protéger et la ramener soit chez elle ou dans un poste de commissariat. Mais nous avons choisi une autre option. Il a plutôt félicité le moto-taximan qui l'a porté en disant celui-là, c'est un héros. Très bien. D'autres ont dit que c'était plutôt un complice, un frater. Quelques mètres plus tard, elle avait recouvert ses sens. Ah bon? Ah oui, et elle n'est allée dans aucun hôpital. Son oncle ne l'a pas encore conduite dans un hôpital psychiatrique jusqu'à l'heure. C'est-à-dire qu'il nous aurait donc, par la suite, montré qu'elle a été reçue par le docteur, professeur Ntoné. Docteur de fou. Donc, elle n'a pas été reçue là-bas. Donc, il peut le dire pour défendre sa nièce. Quelqu'un d'autre vous a parlé des nouveaux métiers des influenceurs. Vous savez quel est mon point de vue là-dessus, sur cette question. Un peuple a les dirigeants qu'il mérite. Comme nous avons aussi déjà les influenceurs, nous avons les influenceurs que nous méritons. C'est-à-dire que vous regardez ce que nous présentons à la face du monde, comme ceux qui peuvent influencer notre jeunesse. Parfois ici, si vous allez dans votre quartier maintenant, vous dites aux jeunes gens, je mets 10 000, celui qui marche nu prend les 10 000, vous aurez beaucoup de candidats. Incroyable. Essayez de le faire. C'est aussi la misère mentale. Mais un mystique le fait, il dit je mets de l'argent. Vous pensez que ce qu'il va perdre, c'est 10 000. Non. Ce qu'il va perdre, ce que vous perdez, c'est votre énergie. Mais les jeunes ne sont pas habitués à ça. Il y a beaucoup de problèmes qui se disent sur Facebook. Si on met 80 millions et ton oncle, tu choisis quoi? Les gens répondent, mon oncle aura de belles obsèques. C'est-à-dire, donc, il est déjà mon rip, mon oncle. En fait, quelqu'un dit, mais il faut me donner moins. 80 millions, c'est même dire. Non, ne risquez pas. Où est l'argent? On a déjà commencé les obsèques de mon oncle. Où est l'argent? Non, c'est des phénomènes de paupérisation de la conscience. Au point où les gens ne comprennent plus où ils en sont. Bon, quand vous dites oui pour mon oncle, rip pour mon oncle, et si c'est votre père, vous dites quoi? Parce qu'en fait, chez nous en Afrique, votre oncle, beaucoup le feront même sans les effets. Même si c'est la paix, d'autres le feront. On a le cas de ces jeunes femmes-là qui ont tué leur père albinos parce qu'on leur avait demandé les cheveux. La tête d'un albinos, ils sont venus couper. Ils ont coupé la tête de leur papa. Oui. Donc, ils n'hésitent pas face à la traite de l'argent. Malheureusement. Merci. C'est le pays que nous avons désormais. C'est globalement ce qu'il fallait dire ce matin. Il ne me reste qu'à dire merci à mes chaleureux invités qui m'ont encore accompagné dans le cadre de ce programme. Merci à Joseph Emmanuel Atoba, qui est justement secrétaire national à la communication du côté du MRC. Vous transmettrez nos salutations à votre président, le professeur Maurice Kamtou. On dira aussi merci à Pierre Bleriot-Niamec, c'est notre consultant sur Info TV. Merci chaleureux au professeur Msanga Obama,
toute une vie dans la communication, enseignant d'université. Il est anthropologue. Ne ratez pas la première rediffusion de ce programme. C'est cet après-midi à partir de 17h. La deuxième rediffusion interviendra ce soir à partir de 21h. Mais dans une trentaine de minutes, vous allez retrouver votre programme Dimanche VIP. Tout en vous souhaitant une bonne fin de semaine, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?